Alors j'en profite peut-être pour me présenter en attendant. Donc je suis Alexandra Bonne, je suis juriste à la fédération depuis 2022. Vous voyez également, Axel Courtel qui est, également juriste à la fédération, donc maintenant on est 2 au service juridique. Notre rôle, il est, principalement de pouvoir, donner des conseils, juridiques aux adhérents concernant leurs propriétés forestières. Donc ça peut être des sujets liés à la propriété, des sujets liés à la fiscalité forestière ou des fois des choses un peu plus variées. Et puis, on a également, toute une partie de suivi juridique sur l'actualité juridique. Donc, suivre les projets, les propositions de loi, suivre tous les textes qui sortent, qui pourraient avoir un impact pour les propriétaires forestiers, puisque vraiment le rôle de la fédération, c'est de suivre tout ce qui impacte les propriétaires forestiers, la forêt et de s'assurer que la voix des forestiers est entendue dans tous ces sujets. Et puis, pour faire un peu le lien entre ce suivi juridique et le conseil juridique apporté aux propriétaires forestiers, on communique par différents moyens. Donc si vous êtes adhérent, vous avez peut-être déjà vu des circulaires juridiques arriver dans vos boîtes mail ou par différents biais. Je rédige aussi des articles dans Forêt de France, qui est une revue éditée par la fédération. Et puis au travers de webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, on fait de l'information grand public pour vraiment, faire redescendre des informations juridiques jusqu'aux propriétaires forestiers pour que vous ayez le maximum d'informations et que vous sachiez où prendre les informations, qui contacter et cetera. Donc aujourd'hui, on va traiter des groupements forestiers. Je ne sais pas si je commence, Christelle, ou si tu veux faire un Juste, petit point? non, juste un petit point, alors pratico-pratique, c'était juste pour vous signaler donc que ce webinaire est enregistré et que il sera disponible en replay par la suite. Aussi, donc vous indiquer que vous aurez le support de présentation par mail d'ici quelques jours, donc à la fin de ce webinaire. Et je rappelle pour les derniers arrivants que nous sommes en format webinaire, donc que vos micros et vos caméras sont coupés. Et pour poser vos questions, nous vous invitons à ouvrir l'espace chat dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions et je me ferai le relais puisque donc je suis Christelle Chaminadas et je travaille également à la fédération et je suis votre modératrice aujourd'hui sur ce webinaire. Donc je relayerai vos questions. Je mets juste une petite réserve là-dessus parce qu'on est très nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'inscrits et nous vous remercions pour votre participation. Mais du coup, en fonction du nombre de questions, il est possible que nous ne puissions pas traiter toutes les questions. Donc, je me concentrerai sur les questions vraiment qui sont vraiment ciblées par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Je vous rappelle également que aujourd'hui, nous allons traiter des aspects juridiques du groupement forestier et que vous avez un autre webinaire qui se tiendra en novembre sur les aspects fiscaux. Donc, toutes les questions qui seront relatives plutôt aux aspects fiscaux, je me permettrai de ne pas les poser puisqu'elles seront adressées dans un second webinaire que je vous invite à suivre, mais qui pourra, si vous n'êtes pas disponible sur ce second webinaire, également qui sera disponible en replay. Et le second webinaire, si je ne me trompe pas, c'est le 18 novembre à 10 heures également. Voilà, je vous répéterai toutes ces informations en fin de webinaire et je te laisse la parole, Alexandra, pour nous présenter ça. Est-ce que tu peux juste, du coup, m'indiquer quand il faut changer de diapo? Merci. OK, très bien. Alors effectivement, aujourd'hui, on va traiter les groupements forestiers. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on constitue un groupement forestier, quelles sont les questions à se poser quand on veut créer un groupement forestier. Et puis, en premier lieu, je veux bien que tu avances sur la première diapo, s'il te plaît. On va faire juste un petit pas de côté pour savoir, pour déterminer un petit peu les différents modes de détention des biens forestiers, puisque en groupement forestier, on est sur une détention dite indirecte. Mais pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire quand je dis ça, il faut déjà reprendre ce que c'est qu'une détention directe. Donc, quand on est détenteur direct de biens, c'est qu'on est propriétaire en direct. Je suis propriétaire d'une parcelle boisée. Là, je gère mes bois en direct. C'est moi qui ai les pouvoirs dessus, c'est moi qui décide, c'est moi qui déclare les revenus forestiers, et cetera. Donc là, vraiment, la détention directe, c'est le cas classique. Je possède des parcelles boisées. On peut détenir également des biens en indivision, c'est-à-dire quand on est plusieurs personnes à détenir un même bien ensemble.
Donc c'est, notamment le cas de, en succession, par exemple, une personne décède et ce sont ses enfants qui héritent. Les enfants, si rien n'a été préparé et s'il n'y a pas de partage qui est effectué après le décès, ils sont propriétaires ensemble en indivision. Les parents décèdent, ils ont 3 enfants, les 3 enfants sont propriétaires, chacun à hauteur d'un tiers des biens de leurs parents. Par contre, on n'est pas capable d'identifier, si c'est, la maison plus un bout du champ, si l'autre a la forêt et cetera. Ils ont tous un tiers de la masse totale des biens. Pour pouvoir distinguer qui est propriétaire, enfin, pour pouvoir distinguer ça et que chacun soit propriétaire vraiment de biens, il faut procéder à un acte de partage. Donc l'indivision, c'est l'étape antérieure à l'acte de partage. On le retrouve également, une situation d'indivision pour des couples qui sont mariés sous la séparation de biens. Donc quand ils achètent ensemble un bien, ils sont en indivision sur ce bien-là. Si rien n'est prévu, ils sont en indivision à 50-50 et puis si jamais dans l'acte on précise, quelle est la hauteur de financement de chacun et ben, on reprendra l'acte et si, monsieur a payé 60, madame 40, et bah, la détention dans l'indivision, elle sera à hauteur de 60-40 et si jamais le bien est revendu, on retranscrira cette proportion dans le prix de vente. La détention en indivision, elle peut être adaptée dans certaines situations, mais aussi elle peut avoir des conséquences qui peuvent être compliquées quand elle dure dans le temps, quand l'entente elle est pas parfaite puisque, les règles de décision sont dans beaucoup de cas à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord, par exemple, pour vendre un bien indivis ou pour, conclure un bail rural, il faut que tout le monde soit d'accord. On a quelques actes qui peuvent être pris par un seul indivisaire, c'est ce qu'on appelle les actes de conservation. Donc là, si c'est vraiment pour conserver le bien et que ça n'impacte pas sa valeur, ça n'a pas de conséquences fortes, là, un seul indivisaire peut le faire. Par exemple, la souscription d'une assurance habitation, on dit qu'un indivisaire peut le faire tout seul. On a également des actes d'administration qui peuvent être pris à une majorité des 2 tiers des indivisaires, mais pour toutes les autres décisions, enfin, pour la majorité des décisions, on est à l'unanimité. Donc ça peut être compliqué, ça peut, ça peut avoir des conséquences vraiment compliquées quand un indivisaire bloque et ben, on peut avoir des situations qui sont pas adaptées. Donc l'indivision, c'est quelque chose des fois qui peut être une décision qui fait passer des gens en société pour, éviter d'avoir ces règles d'unanimité qui s'appliquent. Ensuite, 3e moyen de détention que je vous ai indiqué dans ce diaporama, c'est la détention par une société. Là, on parle de détention indirecte puisque si vous êtes associé d'une société, vous, dans votre patrimoine, vous n'aurez plus les parcelles boisées, mais vous aurez les parts sociales de cette société et la société, elle, dans son patrimoine, elle aura les parcelles boisées. Donc on voit que la société, elle vient s'intercaler entre la personne physique et les parcelles boisées. C'est si on prend le cas du groupement forestier, c'est le groupement forestier qui sera propriétaire des parts sociales et les associés, eux, seront propriétaires pardon, c'est le groupement forestier qui sera propriétaire des parcelles boisées et les associés, eux, seront propriétaires des parts sociales. Donc c'est quelque chose qui est on fait écran entre le propriétaire et les parcelles. Donc ça, c'est un moyen un petit peu d'organiser la détention différente et c'est sur ça qu'on va se focaliser aujourd'hui. Et puis dernier cas qui est un petit peu particulier, c'est une modalité de détention qu'on retrouve aussi beaucoup sur des biens immobiliers, c'est le démembrement de propriété. Le démembrement de propriété, c'est la distinction, de la pleine propriété en 2 choses, l'usufruit et la nue propriété. Donc l'usufruitier classiquement, on considère que c'est la personne qui a le droit de se servir d'un bien et d'en percevoir les revenus, mais qui n'a pas le droit altérer le bien et de lui faire perdre de la valeur. Donc il doit vraiment le maintenir, enfin il peut l'utiliser tant qu'il le maintient dans un usage classique. Et le nu propriétaire, lui, c'est celui qui, à terme, sera le plein propriétaire et qui, du coup, a des pouvoirs pour, sur certains actes, qui a certains droits aux revenus un petit peu particuliers. Donc on découpe la propriété entre l'usufruit et la nue propriété. On le retrouve très souvent sur des successions, notamment quand un des époux vient à décéder, son conjoint, hérite de l'usufruit et les enfants héritent de la nue propriété. Donc c'est une situation assez courante qui permet au conjoint survivant de garder, le même train de vie puisqu'il va conserver l'usufruit des biens, donc les droits aux revenus et le droit d'usage des biens. Donc ça va éviter d'avoir
un impact sur le train de vie du conjoint survivant. Mais ça peut aussi être mis en place de son vivant. Quand on fait une donation, on peut tout à fait faire une donation en nue propriété et conserver l'usufruit de manière à conserver le droit au revenu. Et quand c'est un usufruit qui porte sur les bois et forêts, on a des dispositions particulières dans le code civil. L'usufruitier, on considère qu'il profite des coupes qui sont des coupes de taillis ou des coupes réglées, c'est-à-dire celles qui ont lieu régulièrement. Et le nu propriétaire, lui, il a droit au revenu sur les coupes les plus importantes. Donc, je m'attarde pas trop sur ce sujet-là parce que c'est pas l'objet de ce webinaire, mais sachez qu'il y a des règles particulières sur la détention, enfin, sur le démembrement de propriété qui portent sur des parcelles boisées. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, comme la société elle fait écran, quand on est sur des parts sociales démembrées, ces règles-là du code civil ne s'appliquent pas. Là, ce sont d'autres règles liées à la détention de parts sociales en démembrement de propriété. Et là, on est sur d'autres dispositions du code civil qui nous indiquent que l'usufruitier et le nu propriétaire, par exemple, ont tous les deux le droit de participer aux assemblées. Et concernant le droit de vote dans la société, là, c'est l'usufruitier quand on parle d'affectation du bénéfice et puis pour toutes les autres décisions, c'est le nu propriétaire. Donc ça, c'est une question qui me revient souvent, c'est les gens, transposent les règles du code civil sur la détention des parcelles boisées en démembrement de propriété, ils les transposent sur les parts sociales EGF. Or, c'est pas le cas. C'est pas possible, sauf si les statuts ont prévu des choses un petit peu particulières. Voilà pour cette diapo-là. La diapo suivante, ça porte sur la question de la raison de créer un groupement forestier. Donc déjà, premier point, un groupement forestier, c'est défini par le code forestier. C'est une société civile, donc on est vraiment dans le cadre des sociétés civiles et non des sociétés commerciales. Donc on relève du code civil en premier lieu et pas du code de commerce. Donc c'est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que l'acquisition de bois et forêts. Donc on voit que l'objet d'un groupement forestier, il est assez réduit. C'est vraiment une société qui est censée détenir des biens forestiers et les gérer et éventuellement en acquérir des nouveaux pour faire grossir son massif forestier ou en acquérir de nouveaux. Donc ça, c'est la définition qui est donnée par le code forestier. L'intérêt de constituer un groupement forestier, alors on l'a un petit peu dit tout à l'heure, enfin je l'ai un petit peu expliqué au travers des modalités de détention. Ça peut être, pour, gérer en commun un bien et éviter un petit peu les règles de l'indivision qui peuvent être, plus contraignantes puisqu'on nous impose l'unanimité dans certaines décisions. Donc ça peut être compliqué, puis ça peut même être, des fois difficile quand, un des indivisaires habite loin ou un des indivisaires, est parti en vacances ou des choses comme ça. Donc, ça permet une meilleure, réactivité quelque part puisqu'on va pouvoir, on va le voir tout à l'heure, nommer un gérant, mettre des règles de majorité différentes. Donc ça va être, plus souple dans la gestion. Donc, ça, c'est un des points importants, quand on réfléchit à la constitution d'un groupement forestier. Ça peut permettre également de préserver l'unité de gestion, c'est-à-dire que quand on va transmettre des biens en indivision, il est possible un jour qu'il y ait un partage et que les biens soient découpés. Si on a un massif forestier, par exemple, de 10 hectares et qu'on a 4 enfants, et ben, si on procède à un partage, on va peut-être se retrouver avec 4 à découper ce massif forestier en 4 et chacun va avoir 2 hectares et demi. Alors que si jamais on l'apporte à une société, ça va pas permettre de conserver cette unité. On aura toujours un massif forestier et le découpage, il aura lieu sur les parts sociales du GF. Donc on va maintenir un massif, entier, une gestion qui sera, commune pour l'ensemble du massif et on va pas le découper. Donc ça, c'est un des points, importants aussi. Parmi les autres avantages, on peut aussi citer le fait que les statuts du groupement forestier peuvent évoluer au cours de la vie de la société. On va le voir tout à l'heure, quand on constitue un groupement forestier, on rédige des statuts, mais au fur et à mesure de la vie de la société, peut-être que certaines règles ne vont plus être adaptées. Si tout le monde en est d'accord ou en tout cas selon les règles de majorité qui sont prévues dans les statuts, on va pouvoir les faire évoluer, on va pouvoir faire des modifications statutaires. Par exemple, on va changer de gérant, on va déplacer le siège social. On va y venir tout à l'heure. Hem, pardon. Autre point, on va pouvoir transmettre de manière progressive les parts sociales. Donc on va pouvoir dire: «Je transmets, 10 du capital, 20 du capital». Ça va être, quelque chose qui va pouvoir permettre d'étaler dans le temps. Excusez-moi.
je suis enrouée, j'espère que ça va pas trop pénaliser le webinaire. Du côté des inconvénients, on peut quand même soulever que un groupement, enfin, le fait d'être en société implique une certaine lourdeur puisqu'il va falloir tenir des assemblées générales, être un petit peu plus rigoureux parce qu'il va falloir tenir un registre des parts sociales. Enfin, il va falloir être plus vigilant sur la gestion administrative du groupement. Donc ça va être, dans les inconvénients. Et puis, il va falloir une certaine confiance aussi entre les associés puisqu'on va confier des pouvoirs au gérant. On va accepter de ne pas avoir toujours sa voix qui est prise en compte puisqu'on ne va plus toujours être sur l'unanimité des décisions. Donc voilà, c'est pas une solution parfaite qui est adaptée à tous les cas. C'est, et puis elle peut être adaptée à un moment, elle va être plus contraignante à d'autres moments de la vie de la société. Il y a pas de solution miracle et c'est pas si tranché donc l'important, c'est de bien prendre les avantages et inconvénients au moment de la constitution du GF et puis ensuite d'en faire son affaire et d'essayer de trouver des évolutions possibles si jamais c'est pas adapté. Je vous ai cité dans les 2 diaporamas suivants, enfin dans les 2 slides suivants, pardon, des exemples de cas dans lesquels le groupement forestier est adapté ou pas. Le premier, c'est par exemple 5 enfants, j'ai mis A, B, C, D, E, qui détiennent ensemble en indivision 30 hectares de bois. Donc dans cette situation, on a une indivision, chacun détient une quote-part, donc 1/5 de ces 30 hectares de bois et puis, A habite à l'étranger, donc n'est pas très disponible, est très loin des sujets forestiers puisque, il n'est pas en capacité de se déplacer sur le terrain, de rencontrer le gestionnaire ou des exploitants forestiers. Donc ça l'intéresse, mais il n'est pas disponible. B, lui, ne veut pas s'en occuper, mais il souhaite conserver les bois. Ça arrive aussi, c'est une situation où des gens sont propriétaires, disent: «On les garde, c'est nos grands-parents, c'est, heu, c'est quelque chose, dans le temps qu'on veut conserver, mais j'ai pas le temps de m'en occuper». Et puis C, D, E, eux, à l'inverse, sont disponibles pour s'en occuper, en tout cas, veulent trouver le temps de le faire. Et donc la détention en indivision peut être compliquée puisqu'il faut toujours l'accord de A et B pour faire des choses, mais en fait, ils sont pas forcément disponibles et ça implique de leur expliquer beaucoup les choses alors qu'ils sont pas sur le sujet. Donc ça peut des fois être un petit peu contraignant. Donc la constitution d'un GF, dans cette hypothèse, ça permettrait de, gérer enfin, donner la main à C, D et E pour gérer le massif, comme ça ils pourraient s'en occuper et puis à terme, A et B, hem, peut-être qu'ils pourraient vendre ou donner leur part si jamais, ils veulent quand même que le massif forestier reste entier. En tout cas, ils peuvent rester dans le groupement forestier tout le temps qu'ils le souhaitent. Tant qu'ils ne souhaitent pas se retirer, on ne peut pas leur imposer de sortir, mais c'est possi ça permet comme ça dans le temps d'envisager leur retrait si jamais ils voient que vraiment ça devient trop loin pour eux. Et puis autre exemple sur le diapo suivant, c'est un cas où là, à l'inverse, c'était pour vous montrer que ça n'est pas adapté. Christelle, je veux bien que tu passes au celui d'après, pardon. Dans cette hypothèse-là, ce n'est pas adapté. Voilà, on a des parents qui ont un enfant unique et ils ont également 30 hectares de bois. Là, si jamais ils voulaient, constituer un groupement forestier, entre eux, ça serait peu adapté puisqu'un groupement forestier, on va le voir tout à l'heure, doit avoir au minimum 2 associés. Donc ça veut dire qu'à terme, cet enfant unique, il faudra qu'il trouve un associé, ce qui est pas forcément adapté et puis, finalement, s'ils lui donnent en pleine propriété ou s'ils viennent à décéder, de toute façon, cet enfant, il aura la totalité des biens et puis il aura les mains libres sur ses biens, donc il pourra les gérer tout seul. Donc, finalement, le groupement forestier n'apportera pas grand-chose. Donc, dans cette hypothèse, comme ça, sans faire de grandes généralités, c'est pas adapté et on pourrait plus s'orienter éventuellement sur une transmission en pleine propriété ou voire en démembrement de propriété si les parents veulent conserver leurs revenus. Je vais faire une petite pause là pour voir s'il y a quelques questions, sachant qu'on ne va pas traiter les questions qui enfin, je vais vous présenter après comment constituer un groupement forestier, donc quels sont les principaux points sur lesquels il faut se poser des questions et dans un deuxième temps, les modifications au cours de la vie de la société. Donc, Christelle, je te laisse juste prendre les questions qui visent ce que j'ai présenté là, mais pas on va pas empiéter sur les sujets d'après, s'il te plaît. Alors, je vais essayer, mais si je te pose une question qui est dans ce cadre-là, n'hésite pas à me le dire. Des fois, je peux ne pas voir le dessous de la question. Une première question qui demande si dans l'acte rien n'est précisé,
Les biens appartiennent aux enfants en indivision, mais a-t-on besoin d'un document attestant le décès et le nombre d'enfants? La question concerne un groupement forestier. Alors j'ai pas compris. On est sur un groupement forestier dans lequel on n'aurait pas pas En le fait, pas si les biens l'information de la appartiennent détention. aux enfants en indivision, Oui. mais si rien n'est... Alors, je pense que c'est sur la transmission. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Madame Mandré qui a posé la question, est-ce que vous pouvez bien repréciser quel est l'acte dont vous parlez et dans quel cadre vous posez la question? Alors, en tout cas, si on a un acte qui indique que A, B, C, D, E sont indivisaires enfin, sont propriétaires en indivision, donc on parle d'indivisaires, ils sont propriétaires en indivision sur un bien, sans précision sur la détention de la propriété, euh, déjà, je pense qu'il ne s'agit pas d'un acte notarié. Donc, il faut aller chercher l'acte notarié qui a créé enfin, qui a acté cette détention en indivision. Donc ça peut être une déclaration de succession qui va indiquer au début qui sont les héritiers et quelle part ils ont chacun, ou l'acte de donation. Il faut aller chercher l'acte notarié qui vise ce bien immobilier pour aller savoir comment l'indivision est composée et quels sont les droits de chacun. Ok, je pense que ça, parce qu'effectivement, Madame André me précisait que c'était lors de la transmission, qu'elle ne peut pas Mm. savoir s'il y a des enfants et s'il y a eu un testament. Donc, effectivement, il faut revenir à l'acte notarié, de ce Oui, que et puis j'entends. interroger le notaire si besoin. Très bien, merci. J'ai des questions sur comment sont placés les biens non délimités en détention directe. Et j'ai une autre Mm. question sur les biens non délimités qui est, peut-on passer d'un bien non délimité à un groupement forestier pour simplifier la gestion forestière sur ce même principe? Ah, alors les biens non délimités, il faudrait que je regarde plus précisément parce que c'est un cas vraiment particulier. C'est des biens où on est plusieurs propriétaires sans pouvoir dire qui a, enfin, sans qu'il y ait un réel bornage qui ait été fait. On va pas prendre ces questions-là, elles sont trop précises. Ok, très bien, merci. Euh, un GFR est-il un groupement forestier? Alors, un GFR, c'est un groupement foncier rural, c'est pas un groupement forestier. C'est-à-dire que c'est une autre forme de société et son objet, c'est de détenir des biens agricoles et des biens forestiers. Donc, c'est un bien. On a d'un côté les GFA, les groupements fonciers agricoles, qui eux ne détiennent que des biens agricoles. À l'opposé, enfin à l'opposé. De l'autre côté, les groupements forestiers qui ne détiennent que des biens forestiers. Et puis au milieu, on a les GFR quand on veut une seule société pour des biens agricoles et forestiers. Dans la même lignée, est-ce qu'un GFA peut avoir des parcelles forestières et les soumettre à un PSG? Alors, un GFA, son objet, c'est de détenir des biens agricoles. Donc, au plan juridique, on n'est pas conforme au code rural, puisque le code rural dit que vraiment un GFA doit détenir des biens agricoles. S'il en détient, il n'est pas tout à fait conforme à son objet. Donc ça, c'est bon, c'est un problème juridique, mais c'est pas, ça n'a pas forcément de conséquences très fortes. Par contre, ça en a sur les aspects fiscaux, puisqu'on ne pourra pas appliquer les exonérations fiscales propres aux biens forestiers qui sont détenus par le GFA. Ça sera présenté lors du prochain webinaire sur les aspects fiscaux, mais les avantages, les dispositifs fiscaux sont propres au groupement forestier. Si c'est détenu par une SCI, par un GFA, ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux retirer les biens du GFA, retirer les biens forestiers du GFA et les détenir en direct ou les mettre dans un GF. Ok, très bien. Alors sur les autres questions, ça porte beaucoup sur des questions de transfert de gérant, sur de la gestion. Donc je pense On que va y venir. on va, voilà, on va d'abord laisser Alexandra dérouler son exposé et je les poserai ultérieurement dans le cadre du webinaire. Voilà, je ne les mets pas de côté, mais c'est plus que comme je pense qu'elle va répondre à une partie des questions dans le déroulé, je te laisse continuer ton exposé et je reprendrai les autres questions qui ont pu être posées. Très bien. Alors, on va passer à la suite. Donc là, c'est vraiment, on va s'attarder sur les modalités de constitution de groupement forestier.
Je mets tu passes, voilà. Donc, je vais faire un petit focus sur 3 aspects parce que bien sûr, je peux pas vous dire, tous les aspects à prendre en compte au moment de la constitution d'un groupement forestier, mais il y en a qui sont vraiment indispensables à regarder. Ce sont les associés, les apports, c'est-à-dire les biens qu'on va apporter au groupement forestier et dont il sera propriétaire, et la gérance, c'est-à-dire la personne qui va représenter le groupement forestier et à qui on va donner certains pouvoirs. Et puis ensuite, je ferai un petit point sur les statuts en balayant rapidement quelques aspects, mais comme je vous le disais, je ne peux pas vous détailler tout, tout, tout. Donc, on va devoir faire un petit focus sur quelques points. Alors, en premier lieu, diapo suivante, les associés. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, comme on est en société civile, un groupement forestier, il doit avoir 2 associés minimum. Il faut forcément qu'il y en ait 2, sinon on n'est pas conforme par rapport au code civil et le greffe refusera l'immatriculation du groupement forestier. En tout cas, il faudra trouver une solution rapidement. Il n'y a pas de maximum prévu pour un groupement forestier. On peut avoir, énormément d'associés. Ça arrive quand il y a des GF qui ont, été créés, il y a très longtemps et que les associés sont décédés. Ce sont leurs héritiers qui ont hérité. Ces héritiers sont décédés, donc on est sur plusieurs générations et on a des GF qui ont plusieurs centaines d'associés. Très honnêtement, c'est très compliqué à suivre. En général, c'est des GF qui ont des grosses difficultés de gestion, donc vraiment, je vous invite à limiter ces situations au maximum et dès qu'il y a un associé qui veut sortir du GF, c'est pas la peine de le maintenir dans le GF puisque ça peut, avoir des conséquences si jamais il ne s'occupe plus du GF. C'est ses héritiers qui entreront après à sa en lieu et place, donc vraiment essayer de maintenir un nombre restreint d'associés. Je n'ai pas de chiffre à vous donner, peut-être une dizaine d'associés, c'est déjà très bien parce que ça peut être compliqué ensuite de convoquer, d'avoir les majorités qu'il faut, de faire les formalités, puisque les formalités, quand on fait les formalités de constitution ou de modification, il faut les cartes d'identité, et cetera, ce qui peut vite être compliqué. Les associés d'un groupement forestier, ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales. Donc personne physique, c'est, une personne, comme moi, alors qu'une personne morale, c'est une société. Il peut y avoir des personnes morales dans un groupement forestier, c'est pas impossible. Après, c'est moins intéressant fiscalement puisque certains avantages fiscaux ne vont pas s'appliquer, donc c'est pas forcément très adapté. Donc on est en général sur des sociétés qui sont avec des associés personnes physiques. Hem, le fait d'être associé donne des droits et des obligations, donc comme toute situation. Parmi les obligations qu'on peut recenser, c'est que l'associé devient est responsable vis-à-vis des associés, mais vis-à-vis des tiers également. C'est-à-dire que si jamais, le groupement forestier se trouve à ne pas pouvoir payer certaines dettes, les associés peuvent être recherchés pour payer. Donc il peut y avoir des clauses de limitation de leurs responsabilités dans les associés dans les statuts, mais le principe reste quand même que les associés sont responsables indéfiniment des dettes. Donc ça, c'est parmi les obligations des associés et dans les droits des associés, on peut recenser, que, les associés ont le droit de participer à la vie de la société, au sens qu'ils ont le droit d'être informés de ce qu'il s'y passe. Ils peuvent demander, la communication des statuts, la communication de certains documents. Ils ont le droit de participer aux assemblées. Donc on va y venir tout à l'heure, mais quand on est en société, il doit y avoir tous les ans une assemblée générale ordinaire pour, clôturer les comptes et puis il peut y avoir des assemblées extraordinaires qui sont, des assemblées qui ont eu lieu de manière, non régulière et qui viennent, traiter de sujets qui visent à modifier les statuts. Donc, les associés ont le droit de participer aux assemblées. Ça implique qu'ils doivent être convoqués, qu'ils ont le droit de voter et ils ont le droit de donc vraiment prendre part à la vie, générale de la société. Les associés ont également des droits patrimoniaux, c'est-à-dire qu'ils ont droit à une quote-part de bénéfices qui correspond à leur quote-part de détention dans la société. Ça, c'est la règle classique, sauf s'il y a des dispositions, différentes qui ont été prévues, mais c'est assez rare en GF. Donc, en tant qu'associés, ils ont eu droit à une quote-part du bénéfice s'il est décidé de le distribuer. Et puis, dans les droits patrimoniaux, ce qu'on a aussi, c'est le droit à la valeur des parts. C'est-à-dire que, hem, un associé peut dire qu'il souhaite se retirer de la société et être remboursé de la valeur des parts qu'il détient. Donc c'est, ce qu'on disait tout à l'heure, un associé de société, il n'est pas propriétaire de parcelles boisées, il est propriétaire de parts sociales et à ce titre-là, ces parts sociales, elles ont une valeur
qui est proportionnelle à leur détention dans le capital. Et le capital, lui, la valeur de la société, elle est déterminée par rapport au patrimoine qu'elle a. Donc, on va retrouver la valeur des parcelles boisées indirectement. Ça me fait le lien avec la diapo suivante qui concerne les apports au groupement forestier. Donc, on a, Christelle, je veux bien que tu passes à la diapo suivante, pardon. Les apports, ce sont les biens qu'on va apporter au groupement forestier. Donc, le groupement forestier, il existe, enfin, il a un patrimoine. Son patrimoine, il est composé des apports qui sont réalisés par les associés et puis des achats qui vont être réalisés au cours de la vie sociale. Là, comme on est à l'étape de constitution, on s'attarde sur les apports. Donc, les associés vont apporter des biens et recevoir des parts sociales en contrepartie des biens qu'ils auront apportés et qui seront proportionnels à leur valeur. Les principaux biens qui sont apportés, ce sont des biens immobiliers, on voit quand on crée un groupement forestier, on apporte des parcelles de bois et forêts. Ça, c'est la situation classique, mais on peut aussi apporter des terrains à boiser. Donc, c'est des terrains qui seront à terme des bois et forêts. Et puis, il est également possible d'apporter tout ce qui est accessoire aux parcelles forestières. Donc, on pense par exemple à des places de dépôt, à une maison forestière dans certaines situations, hem, un bâtiment qui pourrait servir à entreposer du matériel forestier. Donc ça peut être apporté à un groupement forestier puisque ça correspond à la réalisation de l'objet social qui est de gérer un massif forestier et éventuellement en acheter d'autres. Donc ça, c'est la première hypothèse assez classique, c'est j'apporte ma parcelle de bois et en contrepartie, je reçois des parts sociales. On peut aussi apporter des biens mobiliers, c'est un petit peu plus rare, mais on peut apporter du matériel. Et puis, on apporte aussi souvent du numéraire, c'est-à-dire on apporte de l'argent. Ça peut permettre, notamment à des associés, enfin, si jamais une personne a des parcelles boisées et veut s'associer à d'autres personnes qui n'en ont pas, ben, la personne qui a des parcelles boisées, elle apporte ses parcelles boisées, puis les autres associés vont apporter de l'argent, comme ça ils auront aussi une part du capital. Mais ça peut aussi être pour arrondir un peu le capital, pour avoir un capital rond, puisque des fois une parcelle forestière, elle peut avoir une valeur de, 1 720 €. Ben, pour faire un capital rond à 2 000 €, on va compléter avec du numéraire. C'est aussi des fois un petit peu pour, faciliter la répartition des parts sociales. Et puis je vous ai cité les parts en industrie, ça c'est un petit peu plus particulier, c'est un apport en compétences, mais la différence avec les apports en nature et en numéraire, c'est que ça ne donne pas droit à des parts sociales. Donc c'est pas forcément très courant. Je vous ai mis un petit tableau avec un exemple de constitution d'un groupement forestier. Donc, dans la première colonne, on voit qu'on a 3 associés, A, B et C. Chacun apporte des biens. Donc, A et B apportent des parcelles forestières, des parcelles de bois. Donc, A pour 20 000 €, B pour 28 000 €. Et puis C, lui, il apporte de l'argent puisqu'il n'a pas de parcelle boisée qu'il veut mettre dans ce groupement forestier. Donc, le total de ces apports, c'est 20 000 plus 28 000 plus 2 000. Donc, on va avoir un capital social de 50 000 €. Et puis, pour déterminer les parts sociales détenues par les associés, on est libre de choisir la valeur unitaire des parts sociales. C'est-à-dire, on peut très bien dire, enfin, troisième colonne, les parts sociales, elles valent 100 € et donc dans ce cas, A qui aura apporté un bien de 20 000 €, on va faire 20 000 divisé par 100, il va avoir 200 parts sociales. B, il aura 280 parts sociales et C aura 20 parts. Donc, on aura un capital de 50 000 € divisé en 500 parts de 100 €. Mais si on avait retenu une valeur de part sociale de 10 €, eh ben, vous voyez, on aurait 2 000 parts pour A, 2 800 parts pour B et 200 parts pour C et on aurait donc 5 000 parts de 10 €. Là, la valeur des parts sociales, elle est totalement libre. On fait ce qu'on veut au moment de la constitution du groupement forestier. Il faut avoir en tête que, plus on met des parts sociales à une valeur basse, plus on va avoir de parts et donc ça permettra de mieux découper le patrimoine. Mais à l'inverse, si on prend une valeur de part sociale plus haute, là, à 100 € par exemple, bah, on voit qu'on n'a que 500 parts à répartir, donc ça peut être adapté dans certains cas, mais dans d'autres non. Enfin voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment on crée les parts sociales en contrepartie des apports. Et puis, également, ce que je souhaitais vous dire, c'est que l'acte d'apport, quand on constitue les statuts, il peut être fait soit par acte authentique, c'est-à-dire devant notaire. Pas lorsque les apports réalisés sont des biens immobiliers, c'est forcément devant notaire, mais il peut également être réalisé sous seing privé s'il n'y a pas de bien immobilier. Donc par exemple, un groupement forestier
qui serait constitué uniquement par des apports d'argent en numéraire, là, il pourrait tout à fait être constitué sous seing privé. Vous pourriez vous-même rédiger vos statuts et faire les formalités. Par contre, dès lors qu'il y a des biens immobiliers, c'est obligatoirement notarié. Et puis, petit aspect, je fais juste un petit aspect fiscal que je reprendrai dans le prochain webinaire. Quand on apporte les biens au groupement forestier, il y a tout l'aspect fiscal à regarder puisque on va valoriser les biens au jour de leur apport au groupement forestier. Donc, on a potentiellement une plus-value si jamais la valeur elle est différente de celle qu'on avait lors de l'acquisition. Donc, il y a l'aspect plus-value à regarder. Et puis, il y a également des droits d'enregistrement puisque quand on crée un groupement forestier, c'est une mutation de patrimoine. Les parcelles forestières étaient dans votre patrimoine et elles basculent dans le patrimoine du groupement forestier. Donc, il y a des droits d'enregistrement à payer au service des impôts. Donc, selon les situations, ça peut être gratuit ou ça peut être payant, mais voilà, il y a un petit peu de fiscalité à ce moment-là. Ça, il ne faut pas hésiter enfin, c'est même indispensable de le regarder avant de créer le GF pour pas avoir de mauvaises surprises. Heu, Ensuite, on va passer à la gérance. Alors la gérance, enfin le gérant du groupement forestier, c'est une personne qui va être, nommée soit, directement dans les statuts à la constitution, soit en cours de vie sociale qui sera nommée par assemblée générale. Donc j'ai mis décision collective, mais voilà, enfin au départ, on le nomme, dans les statuts, de la société le plus classiquement et puis des fois, dans certains cas, on le met pas dans les statuts et c'est juste une décision qui va le nommer. Le gérant, on peut en nommer un seul ou on peut en nommer plusieurs. Dans ce cas, on parle de cogérance. Il peut y en avoir un, 2, 3, 4. Alors plus on est de gérants, moins ça a d'intérêt puisque, ça veut dire qu'il faudra quand même qu'ils s'accordent entre eux, sachant qu'il faudra également, si jamais il y en a plusieurs, prévoir des règles pour, dire si ils ont toujours, la possibilité de prendre les décisions seuls ou s'ils doivent se consulter entre eux et avoir l'accord de l'ensemble des gérants pour prendre les décisions. Donc ça, si on a plusieurs gérants, il faut anticiper ça et le préciser. La durée des fonctions également devra être précisée, donc ça peut être soit une durée fixe, dire le gérant, il est nommé pour une durée d'1 an et donc tous les ans, on va devoir le renommer ou sinon le cas le plus classique, on le nomme pour une durée illimitée, c'est-à-dire que tant qu'il y a pas de décision qui vient nommer un nouveau gérant ou tant qu'il ne décède pas ou qu'il ne démissionne pas, il sera gérant. C'est le cas le plus classique et notamment dans des sociétés qui bougent peu comme les groupements forestiers, c'est bien de mettre une gérance illimitée. Les pouvoirs du gérant, il faut distinguer ses pouvoirs vis-à-vis des associés et vis-à-vis des tiers. Donc vis-à-vis des associés, il doit rendre compte de sa gestion vis-à-vis des associés, c'est-à-dire que les associés peuvent l'interroger, lui demander un petit peu ce qu'il a fait, pourquoi, et cetera. Donc normalement, il le fait classiquement chaque année, à l'assemblée générale ordinaire, pardon, il fait un petit rapport d'activité et lui, le gérant, il a pour rôle d'agir dans l'intérêt de la société. C'est-à-dire qu'il doit agir de manière conforme à l'objet du groupement du groupement forestier. Je fais un exemple vraiment, grossier, mais un gérant de GF ne peut pas dire: «Je vais aller acheter une boulangerie, puis on va se mettre à avoir une activité de boulangerie». Là, ça serait contraire à son mandat et dans ce cas, sa responsabilité personnelle pourrait être engagée. Vis-à-vis des tiers, de la même manière, le gérant, il engage la société pour tous les actes qui entrent dans l'objet social. C'est-à-dire que si jamais il respecte l'objet social, là, il va engager la société, donc indirectement les associés. Par contre, s'il ne respecte plus l'objet social, là, il engage sa responsabilité personnelle et les associés pourraient dire: «Là, tu as dépassé ton mandat, enfin, l'objet de la société n'est pas celui-là, donc c'est toi personnellement qui t'es engagé». Il est possible de prévoir une rémunération de la gérance. Ça peut être déterminé soit dans les statuts, soit dans une décision collective. La difficulté qu'on a, c'est pas très clair sur le traitement, fiscal et social de la rémunération des gérants de groupements forestiers puisque, on pourrait, selon les situations au plan fiscal, considérer que c'est du traitement et salaire si jamais il y a un lien de subordination ou le mettre dans la catégorie des, BNC, c'est-à-dire bénéfices non commerciaux parce qu'on n'aurait pas de lien de subordination. Donc ça n'a pas été tranché. Donc ça peut être un sujet un petit peu difficile, la rémunération sur les aspects fiscaux et sociaux. Mais c'est vrai que dans certaines situations, quand on a des gérants qui s'investissent beaucoup, on est interrogé sur une éventuelle rémunération. Mais
le cas le plus classique que je vois passer, moi, en pratique, c'est qu'il y a pas de rémunération du gérant. La cessation, des fonctions de gérant, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à la fin de son mandat s'il y a une durée fixe qui a été prévue, soit c'est, quand le gérant est révoqué, c'est-à-dire les associés vont décider de le révoquer parce que, il a mal effectué ses missions ou parce qu'il y a, des problèmes il y a des difficultés entre associés, donc ils souhaitent le révoquer. Ou sinon le gérant peut lui-même démissionner de ses fonctions si, s'il le souhaite, s'il veut arrêter parce que, je sais pas, il a plus le temps ou en tout cas ça ce sont des cas qui sont possibles. Il faut en général se reporter au statut pour déterminer les cas dans les conditions dans lesquelles les fonctions du gérant cessent. Voilà. Hem Je crois, si je dis pas de bêtises, Christelle, si on passe au slide suivant, que c'est le moment où on fait une petite pause puisque je parle ah non, je parle, pardon, de manière plus générale des statuts, excuse-moi. Donc là, au moment de la rédaction des statuts, donc quand on va constituer un groupement forestier, on va devoir rédiger des statuts. Alors de manière un petit peu, simplifiée, je dis souvent que les statuts, ce sont les règles du jeu du groupement forestier. C'est là où on va vraiment écrire, toutes les règles qui vont guider la vie de la société et dès qu'on aura une difficulté, il ne faut pas hésiter à s'y reporter, les lire et regarder ce qui a été prévu. Alors, en premier lieu, les statuts, par exemple, vont, préciser la forme de la société. Donc là, normalement, on n'aura pas trop de surprises. Ça sera marqué que c'est un groupement forestier qui se voit appliquer les dispositions du code forestier et le cas échéant du code civil parce que c'est une société civile. La dénomination sociale va également être, indiquée dans les statuts. Donc la dénomination, c'est le nom du groupement forestier. Donc on peut prendre ce qu'on veut, on est libre. Ça peut être, le nom du massif, le nom de la famille, un nom inventé qui est un mélange de plusieurs, prénoms. Enfin, on voit des fois des choses comme ça, les prénoms des enfants qui sont mélangés un petit peu ensemble et ça fait le nom du groupement forestier. Ce à quoi il faut faire attention, c'est de faire une petite recherche d'antériorité pour éviter que le groupement forestier il ait le même nom qu'une autre société qui est dans le village voisin ou qu'une scierie, locale, enfin, qui toute situation qui pourrait de manière un petit peu, évidente poser des difficultés, par exemple pour la délivrance du courrier, pour, les confusions des acheteurs de bois et cetera. Enfin voilà, il faut être le plus logique possible et prendre un nom qui est cohérent et puis après, il faut également s'assurer qu'on n'est pas en train de dire, «Je vais appeler mon groupement forestier, d'un nom de marque, où on pourrait m'attaquer parce que j'ai utilisé une marque connue», je sais pas, comme ça, je pense à Chanel, SNCF, enfin voilà, on prend pas des noms comme ça peut poser des difficultés. Dans les statuts, on va également retrouver l'objet de la société. Donc, je vous ai indiqué tout à l'heure l'objet tel qu'il est prévu par le code civil, mais en général, on retranscrit ça dans les statuts du groupement forestier. Donc, on indique l'objet classique. Et puis, on peut prévoir d'autres activités qui seraient proches. Par exemple, l'organisation de chasse, on pourrait l'ajouter un petit peu dedans. Et puis, de manière générale, on met aussi une petite phrase qui dit toutes les activités qui sont connexes, de manière à ce qu'un groupement forestier puisse, hem, réaliser des activités un petit peu plus que sylvicoles, mais tant qu'elles restent civiles et dans un cadre, cohérent. Donc il y a une petite phrase en général qui permet de prolonger un petit peu l'activité du GF. Concernant le siège social, il n'est pas du tout obligatoire qu'il soit, à proximité des parcelles que détient le groupement forestier. Il peut tout à fait être éloigné, c'est même souvent le cas. Il faut vraiment avoir un siège qui est cohérent par rapport à la vie de la société, c'est-à-dire il faut qu'il y ait, quelqu'un qui relève le courrier et donc il faut une adresse, où quelqu'un habite, pour que le courrier soit lu. Si jamais les impôts adressent un courrier, si jamais un acheteur de bois, un exploitant forestier envoie un courrier, il faut vraiment que la boîte aux lettres, elle soit relevée parce que sinon ça pose vraiment des difficultés. On voit des fois des GF, suite, par exemple, au décès du gérant, on oublie de mettre le siège social à jour, enfin de changer le lieu du siège social et ben, ça peut poser des difficultés parce que, les courriers vont arriver enfin vont revenir à l'expéditeur avec, «n'habite pas à l'adresse indiquée», donc petit à petit, ça peut poser des difficultés. Donc vraiment soyez vigilants sur ça. Le siège social, c'est quelque chose à bien tenir à jour.
Autre disposition qui est dans les statuts, c'est la durée de la société. Donc, la durée maximum, c'est 99 ans. Donc, au départ, on indique souvent 99 ans. Et puis, quand on arrive au bout, ben, on peut proroger le groupement forestier. Donc, ça aussi, il faut bien regarder où on en est pour pas déraper et que le groupement ne soit pas prorogé, enfin, qu'il arrive au bout de sa durée. On y reviendra tout à l'heure sur la prorogation. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose à regarder. Également, dans les statuts, on va retrouver tout ce qui est règles liées aux assemblées générales, donc les modalités de convocation, les majorités qui sont nécessaires, dans quel cas on parle d'assemblée générale ordinaire et dans quel cas on parle d'assemblée générale extraordinaire. Donc ça, je vous invite à vraiment vous attarder sur ces aspects-là au moment de la Constitution, parce que c'est important de se dire, par exemple, on est 5 associés, si on met une majorité aux 2 tiers, qu'est-ce que ça fait? Qui doit être d'accord, etc. Enfin, bien regarder ce que ça donne de mettre une majorité à 50%, 2 tiers, 3 quarts, enfin, essayer un petit peu de voir ce que les combinaisons de vote pourraient donner pour pas que la société soit bloquée, qu'elle puisse fonctionner le plus simplement possible. On va retrouver également dans les statuts tout ce qui concerne les cessions de parts sociales. Donc les cessions, c'est les cessions à titre onéreux, c'est-à-dire les ventes, mais également les cessions à titre gratuit, donc les donations de parts sociales. On peut prévoir dans les statuts que les cessions de parts sociales, elles seront libres, c'est-à-dire tout associé peut vendre ou donner ses parts sociales librement sans consulter les associés, ou à l'inverse, il faut un agrément à la majorité de 2 tiers, 3 quarts. Enfin, on peut prévoir des agréments pour éviter que les associés ne transfèrent les parts à des tiers ou alors je sais pas, le nouveau conjoint qu'on ne connaît pas bien. Enfin, on peut prévoir des clauses d'agrément, c'est ce qui se fait classiquement. Donc ça aussi, il faut bien s'y attarder au moment de la rédaction des statuts à la constitution de la société. C'est des choses qui sont très importantes. Et puis, on prévoit aussi les règles de dissolution, liquidation. Donc ça, c'est les règles de fin de vie de la société. Il faut aussi les prévoir. Et puis, une fois qu'on a rédigé les statuts, les associés les signent, donc ils sont associés. Et puis, pour que cette société elle ait une existence juridique, on peut l'enregistrer aux impôts. Alors, avant, c'était obligatoire, maintenant, ça ne l'est plus. Mais surtout, enfin, il y a des formalités qui sont obligatoires, notamment, il faut une annonce légale. Donc, on publie dans un journal d'annonce légale une liste de mentions qui sont obligatoires. Donc, on retrouve le nom de la société, sa forme, son capital social, son adresse, etc. Donc, ça, c'est vraiment on le voit dans les journaux, les annonces légales qui sont liées aux sociétés. Ben, quand il y a une constitution, il y a pas mal de clauses enfin, pas mal de mentions qui apparaissent. Et donc, ça, c'est obligatoire. Et ensuite, on immatricule le groupement forestier pour qu'il ait un numéro RCS. Donc, c'est un numéro à 9 chiffres. Et là, il faut vraiment le faire, c'est important. Et il faut fournir un certain nombre de pièces, donc notamment la carte d'identité de tous les associés en cours de validité. Donc ça, c'est aussi un petit point à prendre en compte parce que des fois, on se retrouve avec des associés qui nous disent ah bah mince, ma carte d'identité, elle est plus valable. Donc ça peut poser des difficultés. Enfin, en tout cas, ça ne passera pas au greffe. Voilà en termes de formalité. Et puis également, il faut déclarer les bénéficiaires effectifs. Donc, les bénéficiaires effectifs, pour faire court, c'est une réglementation européenne qui a été transposée en droit français. On doit déclarer les gérants et puis les associés qui ont plus de 25% du capital social. Donc ça, c'est maintenant obligatoire. Ça doit obligatoirement être fait à la Constitution. Voilà, oui, 6 derniers petits points pour info sur le site de France Sylva, dans l'espace adhérent. Donc pour tous ceux qui sont adhérents de France Sylva, n'hésitez pas à vous créer un espace adhérent. Il y a un espace dédié à tout, non, à de nombreux aspects juridiques et fiscaux. Et notamment, vous retrouverez un modèle de statut de groupement forestier que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Ça vous donne des modèles de clauses. Ça peut vous aider un petit peu à la rédaction des statuts. Voilà, je vous propose une petite pause avec quelques questions. Christelle, je te laisse la parole. Oui, merci Alexandra. Alors, il y a eu pas mal de questions. Il y en a certaines pour lesquelles tu as répondu en cours d'exposé, donc je ne reviendrai pas dessus. Et puis, il y en a certaines qui sont des cas très particuliers. Donc, on va essayer je vais essayer de me concentrer sur les questions un peu plus qui rentrent dans le cadre général ou qui précisent certains points. Et si on a le temps à la fin du webinaire, j'essaierai d'adresser un maximum de questions et de reprendre celles qui sont vraiment des cas un peu particuliers. Juste un petit point, Alexandra, j'ai aussi quelques questions sur tout ce qui est session, transmission, etc. Est-ce que c'est des points qui vont être évoqués par la suite ou dans le webinaire de novembre, ou est-ce que je peux te poser ces questions-là? On va y venir. Ça, c'est des modifications en cours de vie sociale. Donc, D'accord, donc ça, là, on est uniquement sur la très Constitution. bien.
C'était juste ce petit point. Donc, ces questions-là, je les passerai à la fin du webinaire également. Alors, on va revenir à la question de Monsieur Diette. Hop. Quelles sont les modalités précises de transfert de la gérance lorsqu'elle est confiée à une personne ou une société extérieure? Euh, alors, c'est plutôt rare dans les groupements forestiers de nommer un gérant non associé, mais enfin, ça arrive. Alors là, il faut regarder si vos statuts déjà autorisent que le gérant soit un non associé. Ça, c'est la première chose à faire. Et dans ce cas, ensuite, il faut regarder également les modalités de nomination du gérant. Souvent, c'est une assemblée générale extraordinaire, mais des fois, ça peut être une assemblée générale ordinaire. Et donc, ensuite, il faut juste suivre les règles qui sont prévues par les statuts pour nommer un gérant non associé. Et puis, si c'est une personne morale, c'est-à-dire si le gérant, c'est une société, il faut indiquer qui est le représentant personne physique de cette société. Je m'explique, si par exemple vous dites le groupement forestier Le Bois Fleuri, son gérant c'est la SAS Tartampion, il faut indiquer la SAS Tartampion représentée par monsieur machin président. Il faut vraiment qu'on ait une personne physique au bout. Merci. Autre question. Une délégation de signature via un vote en AG est-elle une vraie délégation? Notamment, quid de la répartition des responsabilités entre le gérant statutaire et le gérant délégataire? Alors, il y a plusieurs choses, il me semble, dans cette question. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est si dans les statuts, il est prévu que le gérant peut déléguer ses pouvoirs à un tiers. C'est pas toujours le cas. Les statuts peuvent tout à fait prévoir qu'un gérant, il ne peut pas se faire représenter par quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut regarder. Et il faut également regarder comment sont rédigés les statuts pour déterminer comment ces pouvoirs peuvent être délégués. Est-ce que c'est pour tout type de décision ou est-ce que c'est certains types de décisions? Donc il faut vérifier. Et j'ai eu quand même l'impression que dans la question, il y avait aussi une question de représentation aux assemblées générales. Là, ça me semble être une autre question. Donc, au cours des assemblées générales, on peut être présent et voter, ou on peut donner pouvoir à un tiers, associé ou non, selon les dispositions statutaires, là aussi, savoir si c'est prévu par les statuts et autorisé. Mais on va y venir tout à l'heure au moment des décisions collectives. Très bien, merci. Question de Monsieur Jacquet. Je suis nu propriétaire de parts dans un groupement forestier. Puis-je être nommé gérant du groupement forestier? Oui, parce que la jurisprudence a tranché quand on est dans le cas d'une société avec des parts sociales démembrées. L'associé, c'est le nu propriétaire. Pour la jurisprudence, ça a été tranché il y a quelques années. Donc, en tant qu'associé, vous pouvez tout à fait être gérant, même en n'ayant Question. que de la nue propriété. Pardon. Merci pour cette précision. Question de Monsieur de Hers. Est-ce qu'une société peut-elle être associée? Une société, oui, on a vu tout à l'heure que les associés d'un groupement forestier, ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales. Oui. Mais quand ce sont des personnes morales, on le verra au prochain webinaire, on n'a pas tous les dispositifs fiscaux qui s'appliquent, donc c'est pas toujours très pertinent. Merci. Question de Monsieur Champrier. Quel intérêt d'avoir des parts sociales à prix élevé, dans votre exemple 100 euros, ou à prix faible, dans votre exemple 10 euros? Il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est juste que ça va découper plus ou moins le capital social en plus de parts ou moins de parts. Donc si on est beaucoup d'associés, euh, c'est pas mal d'avoir plus de parts parce que ça permet de mieux les répartir. Voilà, c'est uniquement ça. Mais ça a pas de, il n'y a pas d'intérêt autre que ça, à mon sens. Merci. Question de Monsieur Benoît. Quid de la réévaluation du montant du capital, notamment dans le cas de groupements forestiers très anciens? Comment et par qui la faire? Et si vente de parts sans réévaluation, le vendeur peut ainsi être lésé. Ah, alors on va y venir sur les Ah, modifications au cours du pardon. vie sociale. La question, elle porte plutôt sur la valeur de la part sociale. Je vais vous faire je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Autant pour moi. Donc, ok, ça va être. Euh, autre question de Monsieur de Hers. La transformation de bois peut-elle rentrer dans l'objet social d'un groupement forestier?
Alors la transformation de bois, c'est toujours ça dépend un petit peu de l'importance que ça prend. Si on commence à avoir des revenus qui ne sont plus dans le forfait forestier, qui sont, des revenus, commerciaux parce que, on transforme et que c'est une activité commerciale, là, on n'est plus dans l'objet du groupement forestier. Il vaut mieux distinguer la détention des parcelles et la gestion purement sylvicole et ensuite que le GF fasse ses ventes de bois à une autre structure qui, elle, aura une activité commerciale. Il vaut mieux distinguer. Sinon, on va avoir des difficultés, ça va être compliqué fiscalement, on s'y retrouvera pas et puis même juridiquement, on ne sera pas conforme à l'objet social. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, comme on ne serait pas conforme à l'objet social, ça pourrait avoir des conséquences sur la responsabilité du gérant qui dépasserait l'objet du GF. Donc je conseille vraiment de sortir cette activité si elle a une nature commerciale. Merci. Question de Monsieur Hébrard. Qui peut m'aider à revoir si les statuts d'un groupement forestier familial sont toujours pertinents, car il existe depuis 1904? Oula, c'est un très vieux GF, 1904, ça me paraît vraiment ancien. Euh, alors, nous, on peut, au sein de la fédération, on peut vous prendre vos statuts et regarder un petit peu, les balayer et vous dire les points qui peuvent être mis à jour. Et donc, mis à jour, ça veut dire faire une assemblée générale et puis voter les modifications. Donc ça veut dire aussi en amont que vous êtes certain que les associés, enfin, que vous savez qui sont les associés, que vous avez la majorité suffisante pour voter toutes ces modifications. Le notaire également peut le faire. Alors après, quand c'est des grosses modifications comme ça, en pratique, les notaires, c'est un petit peu chronophage, ils prennent pas beaucoup ces dossiers-là, donc c'est pas forcément évident. En tout cas, nous, on peut le faire. Ça nous arrive de prendre des statuts, puis de les balayer, puis après de dire voilà ce qu'on a relevé qui est pas à jour, qui pourrait être modifié, etc. Ou sinon, ça peut être un cabinet d'avocats ou peut-être que des juristes dans les cabinets comptables le feraient aussi. Enfin, voilà. Je vous invite quand même à vous rapprocher d'un juriste quand c'est comme ça, parce que si vous dites que c'est des statuts qui n'ont pas été bougés depuis très longtemps, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de modifications à faire et que c'est pas forcément simple. C'est bien d'être un petit peu accompagné. Merci. Autre question, vous avez mentionné donc la déclaration des bénéficiaires effectifs lors de la création d'un groupement forestier. Y a-t-il une obligation de le faire aujourd'hui et comment? Et si le groupement forestier a été créé avant la transposition de la directive européenne dans le droit français? Oui, alors la déclaration des bénéficiaires effectifs, elle s'applique à toutes les sociétés, qu'elles soient antérieures ou postérieures à à la mise à jour de la réglementation. Donc vraiment, c'est quelque chose enfin, quand vous faites des actes juridiques liés à un groupement forestier, le greffe va vous demander de mettre à jour la déclaration des bénéficiaires effectifs. Et même plus récemment, on a eu au début de l'été, si je dis pas de bêtises, un texte venant dire que les sociétés dont le registre, enfin, dont les bénéficiaires effectifs ne seraient pas à jour pourraient être radiés du greffe. Alors, c'est une radiation administrative, c'est-à-dire que le greffe va dire, moi, ce n'est pas à jour dans mes registres, donc je radie. Ce n'est pas une radiation juridique, la société existe toujours, mais au niveau du greffe, il l'aura radiée. Je m'attarde pas trop sur ce point parce qu'on est en train de faire une circulaire qui va arriver, qui va être diffusée aux adhérents, enfin diffusée en interne de Francilva, qui viendra redétailler ce que sont les bénéficiaires effectifs, comment on les déclare et les nouvelles sanctions qui peuvent être mises en œuvre, et puis des propositions de solutions, notamment via une procédure judiciaire pour aller éviter cette radiation. Donc, il va y avoir une communication à ce sujet. Merci. Une petite question, y a-t-il un code APE à définir en particulier pour la constitution d'un groupement forestier? Ah oui, alors le code APE des groupements forestiers. Alors, excusez-moi. Est-ce que Axel, tu le connais comme ça? J'aurais tendance à dire que c'est 220Z, mais sans certitude. Bah, si Axel, tu peux le chercher, le mettre dans le chat, voilà, quand tu as l'information, ce serait super. Et puis une dernière Non, question. pardon, ça y est, c'est le 210Z, 0210Z, le code APE pour les GF. Super, Excusez-moi. merci. Dernière question. Bonjour, il faut obligatoirement passer devant un notaire lorsqu'on constitue un groupement forestier. Faut-il passer obligatoirement devant un notaire lorsqu'on constitue un groupement forestier avec apport de la forêt? Oui.
Obligatoirement. On touche à des biens immobiliers. Dès lors qu'il y a des biens immobiliers, c'est le monopole des notaires. On vend une maison, on apporte des biens forestiers, enfin des parcelles forestières à un groupement forestier, on vend un appartement, tout ça, c'est vraiment monopole du notaire. Par contre, les parts sociales, si on vend des parts sociales, même si ces parts sociales sont représentatives de biens immobiliers, les parts sociales, elles, sont des biens mobiliers. Donc les ventes de parts sociales, elles peuvent être faites sous seing privé ou devant notaire au choix. Mais vraiment, l'apport, oui, c'est un apport notarié. Merci. Je te propose d'en rester là pour les questions. Alors, il y en a d'autres, mais je préfère te laisser dérouler la fin de l'exposé. Hmm. Et puis, je reprendrai d'autres questions une fois que tu auras tout déroulé. OK. Alors, on va passer à la seconde partie qui concerne les modifications en cours de vie sociale, c'est-à-dire les modifications qui ont lieu une fois que le GF a été créé. On n'est pas sur une situation qui est figée, il peut y avoir des évolutions du groupement forestier. Christelle, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Donc, on va parler des décisions collectives, des modifications liées à la détention du capital social. Donc, dans ce cadre-là, je vais parler de la valeur des parts, on va y venir. Et puis après, je vous ferai un petit point, enfin, je balayerai quelques autres modifications qui peuvent avoir lieu au cours de la vie de la société. Donc, en premier lieu, on va parler des décisions collectives. Donc, comme je vous l'ai dit, on va tout à l'heure, je vous expliquais comment on crée un groupement forestier. Donc, on s'attarde sur toutes les dispositions des statuts, on rédige les statuts, on fait une annonce légale, on l'immatricule. Le groupement forestier, il existe. Mais au fur et à mesure de la vie de la société, il va falloir des fois prendre des décisions pour la gestion de la forêt ou des décisions pour modifier les statuts parce qu'elles ne sont plus adaptées à la situation. Alors les modes de consultation, on parle de décision collective, ça peut être fait, enfin, il y a différentes modalités pour, consulter les associés et prendre des décisions. Ça peut être le cas le plus connu, le plus courant, une assemblée générale qui peut être ordinaire ou extraordinaire. Donc ordinaire, c'est, il y a l'assemblée générale ordinaire annuelle qui est celle qui va, statuer sur les comptes de la société. Et les décisions extraordinaires, c'est celles qui vont avoir vocation à modifier les statuts de la société. Et donc là, en général, dans les statuts, on a une majorité qui est un petit peu plus importante parce qu'on est sur quelque chose qui aura un impact plus fort sur la société. Donc voilà, on a 2 types d'assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Donc ordinaire, il y en a au moins une tous les ans. Extraordinaire, il peut ne pas y en avoir pendant 10 ans. Et puis un jour, on va dire: «Tiens, je vais changer de siège social» et ben là, il faut une assemblée générale extraordinaire. On peut aussi passer par une consultation écrite des associés ou par un acte qui recueille enfin qui a recueilli le consentement de tous les associés. Voilà, c'est d'autres formes, qui permettent d'éviter un petit peu les règles, qui sont prévues pour les assemblées générales. Oui, je suis passée, pardon, sur ça, mais dans les statuts de la société, il faut bien aller regarder les règles de convocation des assemblées générales et puis les règles de majorité. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont été décidées au début et puis qu'on appliquera au fur et à mesure de la vie de la société. Donc on va retrouver la convocation. Donc classiquement, c'est 15 jours à l'avance, le gérant doit convoquer les associés à l'assemblée générale en indiquant le lieu de réunion, l'heure, enfin la date, l'heure et puis il doit envoyer le texte des résolutions en disant: «Voilà, on se réunit pour statuer sur ça, ça, ça». Donc il transmet les éléments, ça permet aux associés de s'organiser, éventuellement de donner un pouvoir à un autre associé ou à un tiers si jamais c'est autorisé par les statuts parce qu'il ne peut pas être présent. Donc le but vraiment de cette convocation, en amont, c'est de, permettre, à la majorité des associés d'être présents et ou en tout cas de voter. Les décisions, il va falloir enfin, souvent les statuts, pardon, prévoient un quorum et des règles de majorité. Donc ce sont 2 choses différentes. Le quorum, c'est le nombre de personnes devant être présentes au minimum pour que l'assemblée se tienne et la majorité, c'est dans ce quorum le nombre de votes en faveur de la résolution qui doivent être obtenus pour qu'elle soit prise. Donc on a 2 choses. Des fois, on a un quorum qui est prévu sur première convocation et qui n'est pas prévu sur deuxième convocation pour fluidifier un petit peu, mais en tout cas, il faut bien regarder les statuts pour vérifier que les décisions sont prises conformément aux règles qui ont été prévues par les associés dans les statuts. Et puis, petite, précision, quand on a des parts sociales démembrées, c'est-à-dire quand on a un usufruitier et un propriétaire sur des parts sociales, il faut aller regarder ce qui est prévu par les statuts. Il peut tout à fait être prévu que,
L'usufruitier a beaucoup de droits de vote et le nu propriétaire très peu. Si rien n'est prévu, on se reporte au code civil qui dit que l'usufruitier a le droit de vote pour l'affectation des résultats et le nu propriétaire pour toutes les autres décisions. Donc ça, c'est une question qui me revient souvent en me disant, on a des parts sociales démembrées, qui est-ce qui vote? Je renvoie toujours, enfin, vraiment la première chose à faire, c'est de le regarder les statuts, ce qui est prévu et si rien n'est prévu, on reprend le code civil. Et puis pour les parts sociales qui sont détenues en indivision, c'est-à-dire, excusez-moi, on aurait par exemple un associé qui est décédé, qui avait 3 enfants. Ce sont ces 3 enfants qui sont en indivision sur ces parts sociales. Là, les statuts en général, prévoient que, pour voter, il faut qu'il y ait un représentant de cette indivision et c'est lui qui va voter. C'est pas chaque indivisaire qui va voter à hauteur de sa détention dans les parts sociales indivises. Il faudra vraiment qu'il y ait une personne qui soit nommée et qui votera pour le compte de l'indivision. Donc ça peut être compliqué, mais il faut être vigilant sur ça. Le but, c'est vraiment qu'on découpe le moins possible le droit de vote. Ensuite, slide suivant, s'il te plaît, Christelle. On va parler des modifications qui peuvent avoir lieu sur la détention du capital social. Donc, on a constitué un groupement forestier, par exemple, entre 2 associés A et B. À un instant T, A et B sont chacun associés à 50-50, mais au fur et à mesure de la vie de la société, bien sûr, cette détention, elle va évoluer parce que, A peut venir à transmettre ses parts ou A peut décéder ou A peut décider, de, enfin, un des associés peut souhaiter augmenter sa participation et donc on procède à une augmentation de capital. Donc on voit qu'au niveau de la détention dans le capital, ce n'est pas figé par rapport à ce qui est prévu au départ. Alors, il peut y avoir ce qu'on appelle des transmissions de parts sociales, c'est-à-dire je transmets mes parts sociales à une autre personne, soit à titre onéreux, c'est-à-dire que je les vends, soit à titre gratuit, je les donne ou je viens à décéder. C'est des situations qu'on peut retrouver. Et là, au moment de ces transmissions de parts sociales, on va devoir faire un acte juridique, c'est-à-dire on aura soit un acte de donation, soit une déclaration de succession qui constatera que l'associé est décédé et que désormais ses héritiers sont son épouse et ses enfants. Donc, ça voudra dire que les parts sociales, elles sont détenues par ses héritiers désormais, ou si jamais on a une vente de parts sociales, on va constater cette vente dans un acte de cession de parts sociales et il faudra que les statuts soient mis à jour pour prendre acte de ces modifications du capital social. Ce qu'il faudra, enfin, les points sur lesquels il faudra être vigilant, c'est de regarder déjà si les statuts prévoient des clauses d'agrément. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il faudra regarder si les statuts prévoient que, par exemple, je veux vendre mes parts, mais en fait, il faut d'abord que j'ai l'autorisation des associés parce qu'il y a un agrément des associés qui doit avoir lieu parce que je vais vendre mes parts et que c'est prévu que je ne peux les vendre qu'avec l'agrément des associés donné en assemblée générale extraordinaire à une majorité des 2/3. Donc, il faut d'abord faire cette assemblée générale, avoir l'agrément et ensuite l'acte de cession de parts pourra avoir lieu. Donc ça, le but de ces clauses d'agrément, c'est d'éviter que le capital social, il aille vers des personnes qui n'auraient pas été agréées par les autres associés, de garder une société dite fermée, en tout cas pour qu'elle puisse continuer à fonctionner, que les gens se connaissent. C'est très classique dans les groupements forestiers d'avoir des clauses d'agrément. Donc ça, il faut vraiment aller les regarder avant de faire des cessions de parts sociales. Pareil pour les donations, on peut avoir des clauses d'agrément et puis elles peuvent être même, plus fines que ça puisqu'on pourrait avoir, une clause d'agrément qui serait, uniquement si jamais on donne ses parts à enfin qui il y a pas d'agrément si jamais on donne ses parts à ses descendants ou à son conjoint et par contre il faut un agrément pour une donation à d'autres personnes. Donc donc heu voilà, enfin, il faut vraiment aller regarder les statuts avant d'envisager des modifications de la détention du capital social. Et puis le point que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est la valeur des parts sociales, elle va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que quand on va créer un groupement forestier, par exemple, on le crée en 2000, on va considérer la valeur des biens qu'on a apportés au moment de la constitution. Donc par exemple, les bois, on va dire, ils valent 100 000 € à cette date-là. On va attribuer des parts sociales qui ont une valeur unitaire de 100 € et donc on va attribuer, 1000 parts de 100 € aux associés. C'est ça? Heu Mais si en 2025, on fait une donation de parts sociales, on voit bien que les bois ont pu a enfin, que les biens détenus par le groupement forestier ont une valeur qui a pu évoluer dans le temps. Il peut y avoir eu je sais pas,
des pistes forestières qui ont été mises en place. Il peut y avoir eu une gestion sylvicole qui a bonifié la valeur des biens. Il peut y avoir une attaque de scolyte qui a baissé la valeur des biens. Donc, on voit que les biens détenus par le groupement forestier n'ont pas une valeur figée. Cette valeur, elle évolue dans le temps. Donc, au moment où on va envisager une transmission des parts sociales, il va falloir faire une valorisation de ces parts et donc une valorisation des biens détenus par le groupement forestier. Et donc, la valeur unitaire des parts à la constitution, elle a pu évoluer. Dans mon exemple, elle était à 100 €. Peut-être qu'elle sera passée à 125 € et donc là, on aura des parts qui seront vendues à 125 €. Donc potentiellement, on aura une plus-value qui correspondra à la différence entre la valeur de vente et la valeur d'acquisition des parts sociales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où il faut être vigilant. La valeur des parts d'une société, elle évolue dans le temps comme, comme vous, vos biens immobiliers que vous détenez, vous achetez un appartement, dans le temps, il prend de la valeur. Quand vous le vendez, bien sûr, vous ne le vendez pas à la valeur à laquelle vous l'avez acquis, vous le vendez à sa valeur réactualisée. Bah, c'est la même chose pour des parts sociales de groupements forestiers, on doit faire une réévaluation. Petit aparté, ça a un impact sur l'impôt sur la fortune immobilière si vous y êtes soumis. Les parts sociales d'EGF, elles n'ont pas une valeur linéaire dans le temps, elles évoluent, donc théoriquement, on doit, réévaluer pour déclarer une valeur réévaluée. C'est un petit aparté fiscal, on en reparlera la prochaine fois. De la même manière, on peut aussi modifier la détention du capital social par le biais d'augmentation de capital ou de réduction du capital social. Hem, C'est-à-dire qu'on va avoir des associés qui vont apporter de nouveaux biens, soit des biens immobiliers, soit de l'argent, heu et donc le capital social va être augmenté pour tenir compte de ces nouveaux apports. Ou une réduction de capital social, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a un associé qui va dire: «Ben, moi, la parcelle, A 1304, finalement, je la reprends dans mon patrimoine, donc je la sors du groupement forestier». Soit il me la vend et donc là, c'est une vente du groupement forestier à l'associé, pas de souci. Soit on peut procéder par réduction de capital, comme ça, il la reprend dans son patrimoine et on annule les parts sociales correspondantes. Christelle, je veux bien que tu passes à la diapo d'après, parce que j'ai mis des exemples pour vous montrer un petit peu, comment, comment se passe une augmentation de capital. Alors le premier tableau en haut, c'est la création du groupement forestier. Donc là, on voit qu'on a A et B, donc Alexandre et Bernard qui ont, apporté chacun, alors j'ai mis, la valeur de l'apport, mais ça peut tout à fait être du numéraire ou des parcelles. Donc A a apporté 8 000 €, B a apporté 2 000 €. Donc on a un total de capital social de 10 000 €. Les parts sociales, elles valent 100 €. Donc pour déterminer le nombre de parts sociales, on fait 8 000 divisé par 100. Donc A a 80 parts sociales et B a 20 parts sociales et le capital social, il est de 10 000 € découpé en 100 parts de 100 €. Ça, c'est à la création du groupement forestier. À un moment, dans le cours de la vie de la société, Alexandre, il propose de faire un apport à la société qui a une valeur de 3 000 €. Donc là aussi, ça peut être un apport en numéraire parce que le GF, par exemple, veut acheter une parcelle et a besoin d'argent. Donc Alexandre dit: «Bah, moi, je vais injecter de l'argent dans la société. Donc j'apporte de l'argent au groupement forestier. Comme ça, il aura l'argent pour acheter cette parcelle» ou ça peut être, tout à fait une parcelle qui a une valeur de 3 000 €, peu importe. Cet apport, il le fait à une date différente de la création du GF et à ce moment-là, le GF, il a pris de la valeur puisque les parcelles ont pris de la valeur, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et là, la valeur vénale de la part sociale, elle est à 150 €. Je parle de valeur vénale parce qu'on parle de valeur nominale, c'est-à-dire celle qui est inscrite dans les statuts. C'est la valeur qui ne bougera pas au fur et à mesure de la vie sociale, mais la valeur vénale, c'est celle qui va évoluer au cours de la vie de la société. Et là, on se rend compte qu'au moment où il veut faire un apport, sa part, la part sociale vaut 150 €. Si jamais on voulait les vendre, elles vaudraient 150 € les parts sociales. Donc là, pour déterminer le nombre de parts qu'on va lui attribuer, on fait 3 000 €, c'est la valeur de son apport, divisé par 150, c'est-à-dire la valeur vénale de la part sociale, et on va créer 20 parts. Par contre, on va créer 20 parts qui ont une valeur nominale de 100 €, puisque toutes les parts sociales du GF doivent avoir une valeur nominale identique. Donc on va avoir un capital social de 120 parts, puisque c'est 100 plus 20 parts de 100 €, donc un capital social de 12 000 € et on aura ce qu'on appelle une prime d'émission, c'est-à-dire l'écart entre la valeur nominale et la valeur vénale qui sera de 1 000 €. Donc ça, c'est, un entre guillemets, «l'astuce juridique» pour arriver à tenir compte du fait que les associés qui étaient là à l'origine, ils ont pris quelque part plus de risques que ceux qui arrivent en cours de vie sociale et donc cette prime d'émission, elle vient compenser cet écart. Et puis je vous ai mis un autre exemple d'une augmentation de capital qui aurait lieu encore après, à un moment où la part sociale,
elle aurait une valeur de 200 € en valeur nominale et ça serait un associé non associé à l'origine qui interviendrait, qui lui apporterait 10 000 €. Et bah, lui, il aurait 10 000 € divisé par 200, il se verrait attribuer 50 parts sociales et on se retrouverait avec un capital de 17 000 €. Donc voilà, c'est pour vous montrer comment ça se passe, une augmentation de capital. Le but, c'est pas que vous sachiez forcément, les réaliser, mais que c'est que vous compreniez qu'on a une différence entre la valeur nominale, qui est la valeur fixée au moment de la constitution du capital social, et puis la valeur vénale, qui est celle qui va évoluer au fur et à mesure du temps et qui va pouvoir engendrer une prime d'émission puisque, on aura quand même toujours des parts qui seront dans les statuts des parts de la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur initiale qui a été retenue. Christelle, je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il te plaît. Donc là, c'est, pour vous balayer quelques autres modifications qui peuvent avoir lieu au cours de la vie de la société. Donc il peut y avoir une modification de la gérance, on l'a vu, il peut y avoir un changement de siège social, il peut y avoir une prorogation de la durée de la société. Alors ça, j'attire un petit peu votre attention parce que c'est un point où des fois on est un peu mis devant le fait accompli, on n'a pas beaucoup de solutions. Normalement, le code civil prévoit que 1 an avant la fin de la société, les associés doivent être consultés pour statuer sur la prorogation et doivent décider de la proroger ou non. Si jamais ce n'est pas fait, à l'arrivée du terme, le principe est une dissolution de plein droit de la société avec une petite mesure de rattrapage, qui permet aux gérants dans les 3 mois qui suivent l'arrivée du terme, de convoquer les associés. Donc faites bien attention à ça, puisque des fois, on a des cas où la société, elle est arrivée à la fin de sa durée de vie et donc elle a pris fin et les biens sont enfin, les associés sont en, indivision sur les biens. Enfin, on a à part recréer un groupement forestier, on n'a pas beaucoup d'autres moyens. Donc soyez bien vigilants sur cette prorogation. Excusez-moi, j'ai mis aussi le cas de la transformation. On pourrait tout à fait envisager de transformer un regroupement forestier en une autre forme de société. C'est plutôt rare, mais on pourrait envisager, je ne sais pas, un GF qui se transforme en GFA parce que toutes les parcelles deviennent agricoles ou en SCI parce que c'est plus adapté d'être en groupement forestier. Enfin, en tout cas, on peut avoir une transformation. En tout cas, sachez que quand on réalise des modifications en cours de vie sociale, il faut s'interroger sur les formalités qui sont à réaliser. On peut avoir un enregistrement aux impôts dans certains cas, donc c'est des frais. L'enregistrement, c'est notamment obligatoire quand on fait une augmentation de capital. On peut avoir une annonce légale si jamais on vient à modifier certains aspects. Et puis, il faut forcément informer le greffe pour déposer les actes modifiés et que le cabis soit mis à jour notamment. Donc voilà, il y a des formalités à faire. Je m'arrête pas sur le fait que les formalités au greffe, maintenant, elles se font par le biais du guichet unique qui est très compliqué. Sachez qu'en tout cas, nous, à la fédération, on peut accompagner les groupements forestiers pour la réalisation des formalités, que ça soit plus simple pour vous. En tout cas, on est à votre disposition sur ces aspects-là. Je te rends la parole, Christelle, si jamais il y a des questions. J'ai l'impression qu'il y en a eu un petit peu. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc là, c'est bon, tu es à la fin de tout ton Oui, exposé. on a terminé. Ouais. Ok, super. Et ben alors, il y a pas mal de questions, donc on va essayer d'en adresser quand même, on va essayer d'en adresser la majorité, mais je m'excuse déjà s'il y a certaines questions que l'on reprend pas, soit des cas très spécifiques ou par manque de temps, on ne peut pas adresser toutes les questions. Alors, on va commencer par une question, je pense que tu vas répondre assez facilement, de Monsieur De Hers. Est-ce que tu peux bien définir le quorum? Est-ce que c'est le nombre de personnes présentes ou représentées? Oui, ce sont les personnes présentes ou représentées. Mais si jamais il y a eu un pouvoir qui a été donné, les personnes représentées, enfin, on tient compte des personnes représentées également. Alors, la question, c'était nombre de personnes présentes ou nombre de personnes représentées. Ah, ben, on prend les deux, pardon. Si D'accord. jamais on a 5 associés dans une société A, B, C, D, E, et que pour voter, il faut qu'il y ait un quorum de plus de 50% des associés. Si jamais A, B, C sont présents, c'est bon. Mais si A, B et C se fait représenter, sont présents, c'est bon, on a le quorum. Merci. Question de Monsieur Martin. Les modifications du capital social nécessitent-elles des formalités de publicité? Oui, il faut un enregistrement aux impôts, une annonce. Non, j'ai un doute, enregistrement aux impôts. Je dis peut-être une bêtise, Axel. J'ai un petit doute. Je sais plus. Annonce légale de manière certaine et grève de manière certaine. J'ai un petit doute sur l'enregistrement.
Mais oui, oui, il y a des formalités. En fait, si vous ne faites pas les formalités, les actes sont uniquement posables entre les associés. C'est-à-dire que tous les associés auront signé l'assemblée générale, votant l'augmentation de capital. Par contre, les tiers ne seront pas informés puisque les formalités n'auront pas été faites, donc ça ne leur sera pas opposable. Ok, merci. Bah, Axel, quand tu auras le point, n'hésite pas à prendre la parole. Question de Monsieur Diette, si on réduit le nombre de parts du groupement forestier, soit par rachat ou par annulation de parts par le groupement forestier, faut-il modifier le capital social? Oui. Oui, parce qu'on aura, par exemple, 100 parts de 100 euros. Si on en annule 20, ça modifie forcément. On aura 80 parts de 100 euros, donc on aura forcément plus le même capital social. Quand on modifie le nombre de parts, on modifie forcément le capital. Merci. Doit-on modifier le capital social au cours du temps pour tenir compte de l'évolution de la valeur de l'hectare de la forêt? Non, pas du tout. C'est fixe. C'est pour ça. C'est une valeur nominale qui est fixée dans les statuts. C'est sur cette valeur nominale qu'on raisonne pour toutes les modifications sociétaires. Par contre, effectivement, comme je vous disais, il y a une valeur vénale qui est prise en compte pour le prix de vente, le calcul du montant de l'augmentation de capital, etc. Mais non, on ne revalorise pas les biens de la société s'il n'y a pas d'opération de mutation, etc., qu'il n'y a pas de vente. Le capital social, il est fixe. Merci. Concernant la prime d'émission, à, à quoi correspond-elle au niveau la prime d'émission correspond à quoi? Est-ce qu'elle correspond au niveau fiscal, au niveau du capital, au niveau du bilan, au compte de résultat? Elle est inscrite dans le bilan, effectivement. Mais par contre, fiscalement, il n'y a rien à déclarer. Vous aurez une ligne avec prime d'émission. Et éventuellement, alors c'est déjà arrivé que cette prime d'émission, on la réincorpore, on refasse une augmentation de capital avec, et là, elle bénéficie à tous les associés. On décide de réincorporer le montant de la prime d'émission au capital pour le réaugmenter. Donc, tous les associés auront un petit peu plus de parts. Ça changera pas grand-chose, mais des fois, il y en a qui font ça. Merci. Quelle est la durée de la prorogation? Combien peut-il y avoir de prorogation? Il peut y avoir autant de prorogations qu'on veut, mais on est toujours limité à 99 ans par prorogation. Ok. Est-ce qu'un groupement forestier peut-il racheter des parts sociales à un membre? Bah, c'est une réduction de capital par voie d'annulation de parts sociales. Mais donc, le groupement forestier va annuler les parts et rembourser l'associé. Il va, il va dire les 20 parts que A détenait, je les annule et je lui rembourse la valeur des parts. Et donc, il y aura 20 parts de moins et donc un capital plus faible. Ok, merci. Autre question, la plus-value s'estompe-t-elle au cours des années comme dans l'immobilier? Bah, là, c'est fiscal, on y viendra. Je viendrai sur ce D'accord, sujet au prochain webinaire. au prochain. Ouais. Très bien. Euh, Lors d'une succession, les héritiers, s'ils n'ont pas connaissance de l'existence de parts sociales et que ces parts sont oubliées, qui est responsable de cette connaissance? Les porteurs de parts ou le gérant? Euh, Alors, le gérant, il n'a pas d'obligation d'informer les héritiers, à ma connaissance, qu'ils sont propriétaires enfin, qu'ils bénéficient de parts sociales. Quelque part, c'est le rôle à la fois des héritiers d'aller fouiller les papiers du défunt et de retrouver des documents. Et puis, le notaire, il a aussi accès à certains registres, donc il peut aller essayer de chercher si le défunt était associé de différentes sociétés. Malheureusement, c'est une situation qui arrive souvent, des groupements forestiers enfin, une personne qui aurait une part et qui s'en est jamais préoccupée, ben, elle vient à décéder, le notaire l'oublie dans la succession, le groupement forestier n'est pas informé que la personne est décédée. Enfin, c'est malheureusement des situations qu'il faut au maximum éviter. C'est pour ça que je vous disais au début de ne pas avoir des groupements forestiers avec trop d'associés, d'essayer de tenir régulièrement à jour le nombre d'associés, enfin de bien s'assurer qu'il n'y en a pas qui veulent sortir, vendre leur part, etc. Parce que c'est des situations après qui deviennent difficiles à gérer, en fait. Merci. En cas de vente de parcelles, doit-on réévaluer le capital social?
En cas de vente de parcelles, donc le groupement forestier viendrait à vendre des parcelles dont il est propriétaire. Non, non, il n'y a pas de réévaluation à faire. Le groupement forestier va toucher une somme d'argent qui sera de la même valeur que les parcelles. En fait, et dans son patrimoine, on retrouvera non plus des parcelles de bois, mais de l'argent. Donc, il y a pas de, ça n'a pas d'impact sur le capital social. Merci. Alors, je vais reprendre des questions qui ont été posées précédemment et que je n'avais pas adressées, soit parce que tout l'exposé n'avait pas été encore au bout de ton exposé, donc peut-être qu'il y aura quelques redites, donc n'hésite pas à le signaler. Madame Degnaud nous posait la question tout à l'heure, est-ce que la tenue d'un registre est-il obligatoire? Alors, j'en ai pas parlé du registre des associés, mais effectivement, il doit y avoir un registre des sociétés qui doit être tenu dans les sociétés civiles. Il n'y a pas de sanction s'il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que j'en avais pas forcément parlé. C'est assez rare qu'il y en ait. Mais normalement, il est censé y avoir un registre des associés. C'est, pour expliquer de manière un peu simple, un tableau qui recense les associés et les mouvements de parts sociales. Il doit y avoir un tableau par associé. Donc, par exemple, dire l'associé A, il est entré au moment de la Constitution. En 2010, il a vendu 10 parts. En 2020, il en a vendu 30. Et en 2025, il a vendu le solde de ses parts. Donc, il est plus associé. Donc là, on a un registre pour cet associé. Il faut en faire pour chacun normalement. Et je vous incite vraiment à le faire parce que c'est quand même quelque chose qui permet un vrai suivi des parts sociales et un vrai suivi pour le gérant quand il y a un changement de gérant, quand il y a des gens qui arrivent dans la société qui ne savent pas qui est dedans, c'est un vrai plus d'avoir un tableau qui recense bien et proprement toutes les mutations qui ont eu lieu sur les parts sociales. Donc non, c'est vraiment bien d'en avoir un. Ouais. Merci. Autre question, donc Madame Viguier, dans le cadre du décès d'un associé et que la succession n'est pas encore réglée, qui participe aux AG? Ah, alors, tant qu'elle est... Alors déjà, il faut aller regarder s'il y a un agrément ou pas. S'il n'y a pas d'agrément des héritiers, ils entrent de plein droit dans la société et ils représentent l'associé décédé en lieu et place et donc ils peuvent participer aux associés, voter, etc. S'il y a une clause d'agrément, là, on a des difficultés. Il y a beaucoup de jurisprudence sur ce sujet. J'avoue, enfin, en tout cas, tant que l'agrément n'est pas donné et qu'il n'est pas tranché sur le sort de ces parts sociales, les héritiers ne peuvent pas participer aux assemblées et ne peuvent pas voter, donc ces parts ne sont pas prises en compte. Après, j'ai un petit doute sur euh, savoir si on considère qu'elles votent pas ou s'il faut ne pas les prendre en compte du tout. Enfin, j'ai un petit doute sur ça, mais en tout cas, la première chose à faire, c'est d'aller regarder s'il y a une clause d'agrément ou pas. Et puis, si jamais il n'y en a pas, en tout cas, se présenter au gérant en disant, voilà, les héritiers de telle personne sont un tel, et donc maintenant, c'est eux qui détiennent les parts sociales, et donc il faut nommer un représentant de l'indivision, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux parts sociales indivises. Merci. Question de Monsieur Diette, quel est l'intérêt de réaliser un apport en industrie s'il ne donne pas droit à des parts sociales? Une bonne question, je sais pas trop. En pratique, j'ai jamais vu d'apport en industrie, donc c'était pour vous dire que ça existait, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est de quelqu'un qui voudrait donner ses compétences au groupement forestier, mais il veut être nommé comme associé, mais il n'aura pas de part sociale. Merci. Alors, c'est un commentaire suite à la réponse sur le code APE que tu as donné tout à Oui, l'heure. Monsieur Chantry indique que son notaire a choisi le code APE 68.20b, location de terrain et d'autres biens immobiliers. Est-ce que c'est grave? Ou est-ce qu'il faut le changer? bah, c'est pas bon. C'est Enfin, pas bon. faut Ok. le GF, enfin, le GF, il fait pas ça comme activité, il n'a pas une activité de... C'est donné en location, en plus, je pense que ça veut dire. Donc, c'est pas bon. Enfin, il faudrait le modifier. Après, en pratique, ça n'a pas beaucoup de conséquences, le mauvais code APE, puisque ça veut dire qu'il est mal catégorisé. Donc, dans les statistiques qui seraient faites, ça serait pas bon, mais ça n'a pas de conséquences
parce qu'il y a pas de cotisation sociale, par exemple. Ça p Si, peut-être que les impôts, ça peut les influencer, qui vont être un peu perdus entre, le code APE et encore, je sais même pas si les impôts, ça les dérange. Ça serait bien de le mettre, de dire à votre notaire de le modifier, de lui dire qu'il s'est trompé sur ça, s'il peut corriger, mais après il y a beaucoup de GF qui sont mal répertoriés avec le code APE. Merci. Autre question de Monsieur Combe. Dans un groupement familial, dans quelles conditions peut-on céder des parts à ses héritiers? Et surtout, y a-t-il une valeur limite pour ces transferts? Alors dans quelles conditions? Là, je vous renvoie à vos statuts, voir s'il y a des clauses d'agrément. Heu Procéder à un acte de cession de part, donc soit à titre onéreux, soit à titre gratuit devant notaire, ça, enfin, il y a des actes à faire. Je vous renvoie à vos statuts pour voir comment les statuts encadrent ces cessions de parts. Et pardon, la deuxième partie de question, Christelle, excuse-moi, j'ai oublié. Alors, attends, pardon, je t'ai redescendu à une autre question, le temps que je la retrouve. Excuse-moi. Y a-t-il une valeur limite pour ces transferts? Une valeur limite. Alors, dans certains statuts, on peut avoir des statuts qui limitent le nombre de parts sociales qui pourraient être vendues. Dire, chaque année, il ne peut pas y avoir 10%, plus de 10% du capital qui peut être vendu. Ça peut arriver. Donc ça aussi, il faut regarder. Si jamais il n'y a pas ça, vous pouvez tout à fait donner toutes vos parts. Il y a pas de contrainte. Ok, question de Monsieur Morand. Si je reprends une parcelle, faut-il bien qu'elle corresponde à une parcelle cadastrale? Faut-il un géomètre pour la créer? Et faut-il qu'il y ait un passage devant un notaire pour la mutation immobilière? Alors, si je reprends, ça veut dire que c'est une détention directe. Parce que sinon, c'est le GF. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est une détention directe. C'est plus vous qui êtes propriétaire des parcelles boisées. Donc, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Si je Ok. reprends ou je reprends, une réduction de capital, je sais pas. Ouais, précisez votre question, j'arrive pas à Ouais, imaginer Monsieur le cas. Moiron, peut-être préciser votre question pour Excusez-moi. qu'on puisse y répondre. Ensuite, j'avais quelques questions sur la rémunération d'un gérant. Tu as dit que le cas classique, c'était pas de rémunération du Mmh. gérant. Mais il y a quand même quelques questions qui indiquent si on veut rémunération des gérants, est-ce qu'il y a une solution, quelle est la solution la plus simple, la plus pratique? Enfin, quelles sont un peu les règles à ce niveau-là? Alors malheureusement, j'ai pas de solution simple sur, la rémunération du gérant. Ce que je vous disais, c'est que, fiscalement, ça peut être traité comme des traitements et salaires ou des BNCA, à mon sens, parce que traitements et salaires, si on y a un lien de subordination, c'est-à-dire si le gérant, on peut mettre fin à ses fonctions, si, les conditions de révocation sont souples, ben, c'est plutôt à classer dans la catégorie traitements et salaires. Mais ça va avoir un impact social, c'est-à-dire que la MSA ou, le SSI pourrait regarder ces rémunérations et dire qu'il appelle des cotisations dessus. Hem, on on n'a pas de position tranchée, de la MSA sur ces rémunérations, donc je ne peux pas vous dire comment elle les traite et il est arrivé dans des situations que la MSA appelle des cotisations, dans d'autres, il y en a pas. Donc il y a pas de doctrine uniforme. On n'est pas forcément pour avoir une position très claire parce que, à mon sens, si on interroge la MSA, elle va nous dire que c'est soumis à cotisation. Donc on pourrait avoir pas mal de cas qui seraient du coup, embêtés par cette position. Donc voilà, enfin c'est pas très simple ce sujet de la rémunération des gérants dans un GF. Le principe, ça serait, traitement et salaire ou BNC et puis plutôt des cotisations dessus. Ok, merci. Alors, Monsieur Marron a précisé, donc en fait, c'est dans le cadre d'une personne qui reprend des parcelles qui étaient en GF et qui Ah reprend donc en c direct et qui était dans un GF et il demande s'il faut qu'elle corresponde bien à une parcelle cadastrale et est-ce qu'il faut passer devant un notaire en cas de mutation immobilière. Oui. Alors donc c'est une réduction de capital puisqu'on va aller, enfin il y a deux solutions. Soit c'est une réduction de capital, on vient réduire le capital et donc un associé se voit attribuer une parcelle et donc effectivement, il faut bien qu'il y ait une délimitation, enfin, il faut forcément qu'on puisse identifier quelle parcelle on attribue et c'est forcément un acte notarié parce que ça porte sur un bien immobilier ou sinon ça peut être le groupement forestier qui vend cette parcelle et en contrepartie, il va avoir de l'argent et dans ce cas, là aussi, comme c'est une vente de biens immobiliers, bah, il faut forcément avoir bien la délimitation de la parcelle et ça passe par un acte notarié.
Merci. Un groupement forestier peut-il être actionnaire d'une société commerciale dont l'objet est la vente et la transformation de bois issus du groupement forestier? Il peut, après, c'est pas conforme à son objet. Il va y avoir quand même un petit souci lié à son objet, parce que c'est pas son objet de détenir des participations dans des sociétés. Il n'a pas comme activité d'être une holding d'une société. Et puis fiscalement, ça veut dire qu'on va avoir des BIC qui vont remonter dans le groupement forestier. Et donc ces BIC, il faudra les déclarer, on ne pourra pas les mettre dans le forfait forestier. Enfin, ça peut être un peu compliqué fiscalement à déclarer. Donc c'est pas, pas des situations très simples fiscalement. Merci. Dans un groupement forestier familial fermé, l'estimation de la valeur vénale des parts varie en fonction du nombre de porteurs de parts. Y a-t-il une règle précise pour connaître la moins-value en fonction du nombre d'associés? Alors, en fait, quand on valorise des parts sociales, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur la même manière que la valorisation de parcelles boisées. Les parcelles boisées, on va vraiment regarder la surface, l'état sanitaire, les essences, etc. Ça, voilà, pas de difficulté, on valorise un bien immobilier. Quand on détermine la valeur de part sociale, on va déterminer le patrimoine du groupement forestier, donc on va regarder tout ce dont il est propriétaire. Mais on peut avoir des dispositions statutaires qui vont impacter la valeur de la part. Plus la société elle est fermée, plus ça impacte, parce que ça veut dire que je suis propriétaire de parts sociales, mais que je ne peux pas les céder librement parce qu'il me faudra l'agrément des associés. Donc quelque part, ça met une décote sur la valeur de la société. Ou on pourra aussi dire, si je vends 90% du capital social, ça met une surcote sur la valeur des parts, puisque finalement, je vends des parts à quelqu'un qui va se retrouver majoritaire, qui pourra prendre toutes les décisions dans la société, et donc qui va avoir presque les mains libres si, par exemple, la majorité, elle est fixée à 50% pour les AGO et à 75% pour les AGE. Si j'achète 90% du capital social, bah, j'achète un gros pouvoir dans cette société par rapport à quelqu'un qui achèterait deux parts, enfin, qui achèterait 5% du capital social. Donc c'est vrai que quand on valorise des parts sociales, c'est un petit peu plus fin et on peut tenir compte de certaines choses pour sous-valoriser, enfin, surcoter ou décoter la valeur des parts. S'il y a beaucoup d'associés, que le capital il est très, très éparpillé, ben, ça impacte aussi. Après, par contre, ce qui ne doit pas entrer en ligne de compte, vous me parliez de GF familial. Que vous vendiez à votre fils, à votre fille ou à un tiers, vous êtes censé normalement vendre à la même valeur, enfin, à la même valeur pour les impôts. Il n'y a pas de décote parce que vous vendez à quelqu'un de votre famille. De la même manière, en donation, de manière, l'administration fiscale, vous ne pouvez pas sous-valoriser parce que c'est une donation à quelqu'un de votre famille. L'administration, elle ne l'accepte pas, elle peut revenir et revaloriser les parts sociales et dire, bah voilà, vous avez déclaré une valeur de part, je ne sais pas, 150 alors que c'était 170. Moi, l'écart entre ça, bah, j'applique des droits de donation complémentaires ou des droits de vente complémentaires parce que vous n'avez pas pris une valeur de marché. Vous devez raisonner valeur de marché même si c'est familial. Ok, merci. Quel délai entre la création d'un groupement forestier et la vente d'une partie des parts entre associés? Excuse-moi, est-ce que tu peux redire, pardon? Quel est le délai entre la création d'un groupement forestier et la vente d'une partie des parts et la possibilité de vente, je suppose, d'une partie des parts entre associés? Bon, il n'y a pas vraiment de délai minimum, hein. Vous pouvez tout à fait créer un groupement forestier et ça arrive souvent d'ailleurs des parents qui créent un groupement forestier le même jour font une donation de leur part sociale à leurs enfants pour bénéficier de certaines dispositions fiscales. C'est tout à fait possible. Ok. Alors, l'usufruité d'un groupement forestier a-t-il un pouvoir de décision, de gestion ou simplement un avis consultatif? Alors là, il faut se reporter au statut pour voir quel droit de vote il a. S'il n'y a rien dans les statuts, l'usufruitier, il a uniquement le droit de vote en assemblée générale ordinaire pour statuer sur l'affectation des résultats. Merci. Un gérant de groupement forestier peut-il placer des fonds financiers du groupement forestier disponibles et si oui, faut-il une décision d'AG? Bah, pareil, il faut regarder les pouvoirs du gérant dans les statuts. Quel pouvoir il a, s'il a tout pouvoir, si c'est très large ou si c'est encadré. S'il n'y a rien dans les statuts, bon, ça vaut le coup au moment d'une AGO de faire un petit vote sur ce placement, parce que si c'est un placement risqué, bah, ça peut lui être reproché. Donc, c'est mieux
quand il y a un doute et qu'il y a une AG qui est, enfin, quand il y a un doute sur les pouvoirs du gérant, c'est bien en AGO de faire voter les associés en disant on autorise le gérant à placer telle somme auprès de telle banque, etc. C'est pas mal. Question sur la rémunération du gérant. Peut-on accorder au gérant une part supplémentaire des revenus, genre coupe de bois ou location d'achat? Bah là, ça serait une affectation du résultat qui serait pas proportionnelle à la détention dans le capital. Donc, ça implique d'avoir une assemblée générale euh, qui vote ça, qui vote que l'affectation du résultat ne sera pas proportionnelle à ce que chaque associé détient. Donc, il faut la voter, cette résolution, avant, et si possible, même l'enregistrer aux impôts pour que ça soit opposable aux impôts. Ok, très bien. Euh, sur le code APE, donc ça a déjà été répondu. On va le redonner parce que j'ai une nouvelle question. Je crois que c'était 610, 0210, 0210 Z. 0210 Z pour les groupements forestiers. Donc, parce que vous demanderez donner le code APE pour la SCI, mais c'est un code différent, il me Mm. semble, pour le Ouais. groupement forestier. Voilà, alors après, j'avais des questions qui étaient un peu des cas particuliers, mais je pense qu'on peut avoir le temps de les reprendre. Euh, alors, alors déjà, j'avais une question que je trouvais bien en conclusion, que déjà, je vais poser. Faut, juste un instant. Donc, une question qui a été posée assez tôt, mais j'attendais un peu la fin pour la poser parce que je trouve qu'elle peut permettre de faire une petite synthèse qui explique: Bonjour, je suis encore petit propriétaire et je tente de m'agrandir et j'aimerais créer plus tard un groupement avec ma femme sous la communauté des biens et avec mes deux filles qui vont devenir majeures afin d'intéresser tout le monde, mais je ne sais pas trop par où commencer. Quels conseils pourrais-tu donner sur quand on envisage ce projet, par où on commence, comment est-ce qu'on débroussaille le sujet, on va dire. Alors effectivement, c'est un cas assez classique, hein. Je suis propriétaire, je m'interroge sur l'opportunité de créer un GF. Euh, Pardon, ça sera un petit peu complémentaire avec le webinaire de la semaine prochaine où on verra les aspects fiscaux, vous verrez les différences qu'il y a aussi avec une détention directe ou une détention par le biais d'un GF. Mais en tout cas, c'est vrai que deux époux qui détiennent ensemble des biens, qui ont vocation à gérer ce bien, à le faire grandir et qui veulent intéresser leurs enfants à l'avenir, le GF est un super outil parce que ça permet de leur transmettre une partie des parts, pas tout, donc de garder le pouvoir, de garder les revenus et comme ça l'étaler un pardon, je m'excuse. Hem, d'étaler dans le temps la transmission, je vais pas y arriver. Axel, est-ce que tu peux prendre le relais, s'il te plaît? Donc du coup, c'était sur la question, parce que on était sur le début de ta Oui, réponse, c'était la question. Alexandra, c'était... Pardon. La question, c'était effectivement, on a un projet de créer un groupement forestier Ah oui, avec c'est ça, sa ok. femme et les enfants, et par quel bout, en fait, on prend le projet. Pardon, je Donc crois que bien j'arrive. sûr, J'y oui, arrive, pardon Axel, excuse-moi. vas-y. Donc oui, c'est un très bon outil, le GF, pour aller transmettre des biens progressivement, intéresser ses enfants à un sujet, parce que le GF peut permettre de dire, on fait une assemblée générale, on va aborder quelques sujets de gestion forestière. Ça peut être, c'est pas que juridique, une assemblée générale, on va pouvoir décider de voter certains travaux, de décider de travaux qu'on repousse, enfin de parler ensemble de comment on s'organise sur la gestion forestière, de prévoir, d'organiser des réunions, des choses comme ça. Donc un GF va permettre de mettre le pied à l'étrier des enfants, donc c'est un très bon outil. Et puis on pourra utiliser des outils juridiques pour ça. On pourra utiliser, bah, les majorités en assemblée générale, le démembrement de propriété. Enfin, on va pouvoir utiliser des outils juridiques pour répondre à une demande. Il ne faut pas que le juridique soit trop contraignant. Il faut que, au maximum, au moment de la constitution du GF ou des évolutions de la vie de la société, on regarde
les, les objectifs, les contraintes qu'on veut pour que les statuts collent le mieux possible, mais il faudra toujours être vigilant à ne pas mettre le juridique trop en première place pour que le juridique s'adapte à une situation. Mais en tout cas, le GF est adapté à votre situation. Il y a pas d'urgence à le faire. Vous pourriez tout à fait le faire, plus tard quand vous aurez plus de parcelles. Après, c'est pas mal de le faire, maintenant parce que ça évitera de se poser des questions de plus-value et cetera, quand vous apporterez des parcelles si elles ont pris de la valeur. Donc, à réfléchir. Vous pouvez aussi, avoir l'avis de votre notaire. Ça peut être intéressant aussi d'interroger votre notaire pour voir ce qu'il en pense. C'est toujours un bon professionnel sur la transmission du patrimoine. Écoute, merci Alexandra. Alors, il y a encore des questions. Je m'excuse parce qu'on a essayé d'adresser une grande majorité de questions, mais on peut pas tout adresser parce que je vois les questions qui tombent. Il y a quelques questions qu'on n'a pas pu prendre et le temps qui défile et ça fait déjà plus d'1 heure et demie que l'on est sur cet exposé. Donc, voilà, je pense qu'on va finir sur cette question. Juste un petit point parce que il y a une personne qui a posé la question. Est-ce que tu peux rappeler, Alexandra, comment les personnes, ou Axel d'ailleurs, parce que peut-être que Axel, tu peux prendre cette question pour un petit peu aider Alexandra dont la voix vient à bout, je pense. Comment les personnes peuvent se saisir de conseils juridiques via leur syndicat qui vous adresse les demandes, enfin, quel est le cadre du service que vous apportez au niveau du service juridique sur ces sujets-là ou sur d'autres sujets? J'y vais. Donc, bien sûr, le service juridique de la fédération est réservé aux adhérents Francilva. On a une boîte mail via laquelle vous pouvez poser toutes les questions et interrogations auxquelles vous êtes confrontés. On peut tout à fait vous diffuser l'adresse mail, même si vous avez également des questions supplémentaires ou complémentaires à ce webinaire sur les aspects juridiques du groupement forestier. Je peux vous le dire par voie orale, mais je pense qu'on le remettra également via le chat l'adresse mail, donc juriste avec un S, @francilva.fr. Et donc, dans ce biais-là, on vous demande bien sûr de quel syndicat départemental vous êtes et également, à ce moment-là, vous nous donnez votre question, on y répond. On peut même y échanger par le biais de visio ou d'appel si c'est plus facile pour vous de communiquer, mais c'est par ce biais qu'on peut répondre à vos interrogations. Et je complète sur la partie, GF, vous pouvez tout à fait nous soumettre, des questions liées à vos groupements forestiers et puis quand on peut réaliser des actes juridiques, alors dès lors que c'est pas des biens immobiliers, vous l'avez tous bien retenu, j'imagine. On peut faire des actes de cession de parts, on peut faire des mises à jour de statut, des choses comme ça. Ce sont des prestations par contre qui sont en dehors de la simple adhésion, donc on vous envoie un devis au préalable et donc on peut se charger de la rédaction des actes. Ensuite, vous vous chargez vous de convoquer, faire signer et cetera et puis on fait les formalités également. Alors, juste pour la précision, on sous-traite les formalités à un formaliste, on les fait pas nous-mêmes, mais, en tout cas, c'est nous qui restons l'interlocuteur pour que, le dossier soit traité jusqu'au bout. Donc voilà, vous pouvez tout à fait nous saisir de ça. Eh bien, merci à vous, merci à tous les participants. Donc, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré, que vous recevrez le replay dans les prochains jours, ainsi que le support de présentation qui vous a été projeté aujourd'hui. Je m'excuse pour les personnes à qui je n'ai pu adresser les questions, mais c'est vrai que vous étiez un peu nombreux et du coup, on a essayé d'en adresser un maximum. Voilà, mais c'est vrai qu'on est obligé de cadrer ce webinaire dans un temps imparti. Donc, un grand merci à Alexandra et Axel. Euh, Merci à la voix d'Alexandra d'avoir réussi à tenir jusqu'à la fin de ce webinaire. Et puis, un grand merci à vous d'y avoir participé. J'espère que ça vous aura éclairé sur ce sujet. Puis on vous donne rendez-vous
donc le 18 novembre à 10 heures pour le webinaire donc sur le groupement forestier qui traitera plutôt des aspects fiscaux. Voilà, très bonne journée à vous, un bon appétit et à bientôt, j'espère, dans un prochain webinaire. Bonne journée à tous et excusez-moi pour cette voix, effectivement. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.